Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite exception car j'aimerais vous partager l'épisode 12 du Patate Club Podcast avec Lucille Gomez. Le Patate Club Podcast, c'est quoi ? C'est le podcast supplémentaire réservé exclusivement aux membres du Patate Club, aka les auditeurs qui me soutiennent financièrement sur Patreon. Le Patate Club Podcast sort 2 fois par mois, comme Sens Créatif. Sauf qu'il sort la semaine où il n'y a pas de nouvel épisode de Sens Créatif. Comme ça, toutes les semaines, vous avez droit à votre petite dose d'inspiration et d'interview. Bref, le Patate Club Podcast est un podcast bimensuel que j'enregistre à la cool avec mon ami Laurent Bazar et un membre surprise du Patate Club. L'idée, c'est de mettre un membre de la communauté à l'honneur pour qu'il ou elle nous parle de son parcours et de ses projets, mais aussi de débriefer du dernier épisode de Sens Créatif. Et puis, vers la fin de chaque épisode, habituellement, nous parlons des dernières actualités du podcast et du Patate Club, mais aussi des projets collaboratifs, des ateliers, ainsi que des discussions en cours sur le Discord du podcast. Le tout dans la joie et la bonne humeur, sans chichi et sans se prendre la tête. Il y a 2 semaines, nous discutions avec la talentueuse Lucille Gomez, illustratrice, autrice de BD et membre de longue date du Patate Club. Vu que Lucille Gomez fait partie des 10 premiers auteurs qui ont aidé Lisa Mandel à lancer la création des éditions exemplaires, c'était tout naturel de l'inviter à venir débriefer avec nous de cet épisode. Les coulisses des éditions exemplaires, elle connaît. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'initialement, Lucille Gomez faisait partie du line-up d'origine de l'épisode enregistré en live et en public à la galerie Arts Factory, l'épisode que vous avez peut-être écouté la semaine dernière. Mais pour des raisons personnelles, finalement, Lucille a dû décommander et n'a pas pu participer. Ce qui est drôle, c'est qu'au final, cet épisode du Patate Club Podcast sonne comme une sorte de bonus de l'épisode live et en public chez Arts Factory. Comment pourrait-il en être autrement ? Tout le merveilleux travail de Lucille Gomez gravite autour des questions de féminisme, de maternité et d'amour. Alors bien sûr, on a fini par discuter des coulisses des éditions exemplaires. Mais durant une bonne grosse partie de cet épisode, Lucille nous a parlé de son parcours en tant que femme dans la BD, mais aussi du sexisme, de ce que le mot féminisme représente pour elle, de son éveil en tant que femme, de ses projets de BD ainsi que de sa parentalité. Et vous savez quoi ? J'ai trouvé cette conversation tellement intéressante que je ne pouvais la garder juste pour les membres du Patate Club. Alors voilà. Voilà à quoi ressemble un épisode classique du Patate Club Podcast. Et je ne vous ai rien caché, à la fin de cet épisode, vous découvrirez les coulisses de la communauté, les divers projets qui nous animent, les rendez-vous à venir, etc., etc. Alors si ça vous botte de rejoindre le Patate Club afin d'accéder aux autres épisodes du Patate Club Podcast, mais aussi aux rencontres, aux ateliers en ligne, au collectif Patate et plus largement à la communauté d'entraide sur le Discord Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast pour soutenir financièrement le podcast. Les participations débutent à 2 € par épisode et votre contribution m'aide grandement à continuer à développer ce podcast. Sur ce, je vous laisse découvrir l'épisode 12 du Patate Club Podcast en compagnie de Lucille Gomez. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Et c'est parti, mesdames et messieurs, chers amis du Patate Club. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous avons Lucille Gomez et ça fait tellement longtemps qu'on essaie de se choper. Je suis très content que tu sois là, Lucille. C'est le jour J. C'est le jour J. Aussi. Indeed. Hello, hello. Je sais qu'on s'est déjà parlé en off avant, mais Lucille, Laurent, comment ça va ? Lucille ? Et toi, moi aussi. Ouais. Très bien. Ouais, c'est un peu. Tout va bien sous le soleil de Paris. Ouais. Ouais, ici c'est pas la fête du slip là. Hein. Il fait un peu grisouille. À Biarritz, il y a plus de soleil là. Tout va bien sous la pluie de Biarritz. Il faut que je dise aux gens qu'il pleut au Pays Basque parce qu'ils sont tout le temps quand ils arrivent. Ah mais il pleut. Pourtant c'est le sud, oui, mais il pleut énormément au Pays Basque. Donc pas de surf aujourd'hui. Damned. Pas de surf aujourd'hui. Enfin, si peut-être il y a du surf aujourd'hui, mais pas pour moi. Et pas pour toi. On peut surfer sous la pluie, mais c'est pas l'idéal. C'est quoi vos petites actus du moment à tous les deux, la tête dans le guidon, comme on se le disait en off? Ouais. Ah bah je confirme, ouais. C'est vraiment le mois de septembre. Il y a pas à se plaindre, hein, mais c'est oui, il faut tout remettre en branle et c'est vraiment du gros timing, quoi. Gros timing. Mais c'est cool. Moi je suis content. C'est sportif aussi avec les enfants, machin, tout ça. Ah bah oui, retour des activités. Ouais. Aujourd'hui on est mercredi d'ailleurs. Ils sont où vos enfants aujourd'hui? Alors mes enfants là, ils sont en train de pique-niquer avec des copains. Ah yes. Voilà. Donc, sous la pluie. Non, il pleut pas encore beaucoup. Ils ont annoncé de la pluie pour 13h, donc ça devrait le faire. Voilà, passer entre les gouttes. C'est là qu'ils sont. Et puis après, ils vont rendre visite à leur ancienne nounou, parce que c'était la première rentrée de mon petit. Et sa nounou lui manque. Donc, ils vont... Ouais. Ah ouais, donc t'as un enfant comme moi de 3 ans et des brouettes, du coup. Ouais, il a eu 3 ans au mois de juillet.
Ah ouais, et moi au mois de juin. Waouh, franchement, ça fait un petit pincement au cœur. Moi, c'est la première fois qu'il va en maternelle. Ça fait quelque chose quand même. Ouais, ça fait quelque chose, c'est incroyable. Je pensais pas que ça ferait ça. Mais ça me l'avait fait pour le premier déjà. Maintenant qu'il a 7 ans, donc ça ne le fait plus. Mais du coup, je me disais, c'est bon, je suis aguerrie maintenant, ça va pas me le refaire, mais si, ça m'a refait. ça m'a refait quelque chose. Quand même. Ça m'a refait un pincement au cœur. Et toi, Laurent, c'est foot aujourd'hui, c'est ça pour Joachim? Ah oui, ça me fait un pincement au cœur parce que c'est son 2e entraînement de foot. Non, mais je me revois à son âge, donc c'est un peu du kiff de daron, ça, on va dire. Ouais. Et puis on s'est vu il y a quelques jours avec Joachim, il pensait déjà qu'il allait passer à la télévision le premier. Ah oui, mais vraiment, j'ai dû l'expliquer. Bah non. Non, ils vont pas venir filmer à Saint-Mandé le match Saint-Mandé-Nogent. C'est mignon. Ouais. Qui n'a pas joué d'ailleurs, on est allé samedi, il y avait personne, donc c'était super. Mais voilà. Ouais. Mais moi, le mien, il est au périscolaire aujourd'hui. Et il adore le périscolaire. Donc, ça va. Je sens que ça va être. Il y aura un petit côté discussion de parents aujourd'hui. Là, on est tous bien occupés avec ces trucs-là. C'est un peu le sujet et tout. All right. Bon, Lucille. Est-ce que tu pourrais, pour les chères patates qui ne te connaissent pas encore, te présenter, nous dire un peu qui tu es? Ouais, donc je m'appelle Lucille Gomez, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je fais de la bande dessinée, un peu d'illustration, mais surtout de la bande dessinée. Depuis maintenant, mon premier album c'était en 2005. Voilà, donc depuis longtemps. Et pourquoi je suis invitée là aujourd'hui? Je pense que c'est parce que l'épisode de Lisa Mondel parle des éditions exemplaires, dont je fais partie. Voilà, donc j'étais parmi les gens qui ont lancé les éditions exemplaires. Yeah. Tu fais partie des 10 auteurs-autrices qui sont à l'origine d'exemplaires. D'accord. Ouais. J'ai participé. En fait, ce qu'on a fait, c'est que c'est le projet de Lisa, hein, vraiment d'Antoine et Lisa au départ. Mais Lisa m'a contacté pour savoir si je voulais bien faire partie des premiers auteurs qui allaient être édités, qui s'engageaient à faire un livre en fait chez Exemplaire. Et donc de participer à la campagne de financement participatif pour récolter des fonds pour pouvoir monter la maison d'édition et surtout le site internet, parce que c'est un gros boulot. De pouvoir faire un site sur lequel on puisse payer, acheter des livres, voilà, et que tout ça fonctionne, parce que l'idée c'est pas que ça bug. Donc, voilà. Et donc je me suis engagée à faire un livre, et mes premières ventes, voilà, c'est comme les gens achetaient des coupons pour acheter mon livre, mais ces coupons en fait ont servi à financer le site internet. C'est trop stylé. Ouais, je trouvais l'idée géniale. Ça fait longtemps que vous connaissez avec Lisa? Parce que si ça fait 15 ans que tu fais de la BD, ça fait 15 ans que vous vous parlez ou? Non, en fait, Lisa, tu sais, il y a eu la génération des blogs BD, à l'époque où c'était un truc, les blogs. Ouais. Donc, je connaissais Moi, j'avais monté un webzine avec des copines qui s'appelait Dessin. Ouais, je me souviens. Et Lisa aimait bien, donc on avait eu des contacts à ce moment-là. Moi, je connaissais son blog, et puis après, on se connaissait pas personnellement, hein, mais moi, évidemment, je suis son travail. Puis après, il y a eu différentes petites choses. Elle a fait partie d'un comité au CNL, le Centre National du Livre, et j'ai obtenu une bourse du CNL de l'année où elle était dans le jury, en fait. Donc, je pense qu'elle avait déjà vu mon travail à ce moment-là. Et puis, il y a eu l'univers qui nous a fait prendre un train entre Paris et je sais plus, Bordeaux ou Paris et Toulouse, je sais plus, un assez long trajet. J'avais ma place assise à côté d'elle, donc je l'ai vu arriver, j'ai fait... Par hasard. Lisa Mondel. Incroyable. C'était lié à un festival, un événement, ou juste comme ça, par hasard? Non, pas du tout, j'allais à la création de Sacré Universe. J'étais dans un état bizarre. Ah, ça c'est ouf. J'étais dans un état bizarre, et elle était en plein dans les dessins pour la jungle de Calais, là, donc ça a été génial de discuter avec elle tout le trajet. Ah mais oui. Et elle t'avait déjà rencontré par le passé? Elle savait qui tu étais quand elle t'a vu ou... Ouais. On s'était pas rencontrés, on s'était croisés en festival, donc tu vois, en gros, moi je savais très bien son travail et tout ça, je voyais son visage. Elle connaissait mon travail, je te dis, pour avoir fait partie du jury au CNL et puis pour plein de trucs. Oh, c'est trop drôle. Mais je crois qu'elle avait jamais vu ma tête, en fait, tu vois. Voilà. Et donc, plus j'étais boursouflée parce que j'avais passé le week-end à pleurer pour enterrer mon oncle, donc oh non. C'était Lisa. Non mais voilà. Et puis Lisa, quoi. Donc un trajet où on a fait que parler. Tu l'as vu pendant
ton épisode. Ouais, incroyable. Elle a un cerveau qui fuse, quoi, et c'est super agréable. Elle a plein de trucs à dire, c'est super. Ah ouais, c'est clair, c'est hyper fluide. Mais donc, du coup, tu es dans ce train et tu te rends compte que c'est elle et tu te dis genre, salut, c'est Lucille. Et genre, je fais Lisa Mandel. Et donc là, elle a un moment de surprise. Et donc, on a discuté pendant tout le trajet. Voilà, il y a eu ce moment-là. Et puis depuis, je l'avais pas revue, non. Et par contre, on fait partie toutes les deux du collectif contre le sexisme en bande dessinée. Ouais, la charte. Donc, c'est pareil, on voit les commentaires de l'une de l'autre dans le groupe Facebook auquel on fait partie. Enfin, tu vois, il y a des petits échanges, mais c'était pas un lien non plus très. Voilà, mais le projet a fait que. C'est trop bien. Voilà. J'avais fait mes devoirs pour le live chez Art Factory où initialement tu devais participer, Lucille, et j'avais été voir, notamment grâce à toi aussi, j'ai été voir tout ça, la charte, le collectif contre le sexisme, etc. Et finalement, on n'a pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion de sortir quelques citations lors de l'enregistrement, mais j'avais été fouillé en amont et j'encourage tout le monde à aller voir. Je pense que c'est bdégalité.net. Ouais. C'est ouf ce collectif. Donc t'as été à Angoulême et t'as participé à l'événement là avec est-ce que c'est dessiné par un homme ou par une femme? J'ai oublié. Trait d'égalité. Non, j'ai pas participé. C'était l'année où mon premier enfant est né. Le 2 janvier, Angoulême, c'est fin janvier, donc je suis pas allée à Angoulême cette année-là. Mais puis il y a eu des traces aussi sur Internet. Il y a eu des vidéos de l'interview que Lisa a faite de Francky Ballonnet, Bastien Vives. Oui, qu'est-ce que ça fait d'être une femme, d'être un homme dans la BD, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. le truc inversé, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est une nana et qu'on fait de la BD, enfin, en tout cas, quand on était une nana en 2005 et qu'on faisait de la BD, la question qu'on nous posait, c'est alors, qu'est-ce que ça fait d'être une femme et d'être de la BD? C'est fou. Et en fait, moi, j'ai réalisé que j'étais une femme avec mon premier album de BD. Avant, j'avais pas réalisé que j'étais une femme, quoi. Tu vois, il y avait un truc vraiment. T'as appris quelque chose. Ah oui, tiens, c'est vrai, je suis une femme et je fais de la BD, donc c'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas si c'est bizarre, voilà. Et c'est pas forcément une mauvaise question en soi, hein. La preuve, on en parle encore en 2020. Non, bien sûr, mais c'est étonnant qu'on la, c'est étonnant qu'on la pose encore, en fait. Ouais, en fait, c'est pas du tout une mauvaise question, je pense. Le seul truc, c'est que c'est la seule question et que le temps qu'on passe à parler de ça, on parle pas vraiment de ton travail. C'est ça qui est un peu. Bah oui. Tu sais d'ailleurs que j'ai ouvert le live du coup avec cette question. J'ai dit mais ça fait quoi d'être une femme dans l'illustration? Du coup, je voulais un petit peu adapter le truc. Et c'est vrai que au final, les réactions, c'était moins. Elles étaient presque surprises par la question, comme si dans le milieu de l'illustration, c'était peut-être un petit peu moins un sujet que dans la BD. Et après, évidemment, on a déroulé pendant 1 heure et en fait, on s'est rendu compte. C'est logique. Hein. J'étais pas au live, j'ai pas entendu, je l'ai pas. Il est pas disponible encore ce podcast. Non, il sort dans 2 semaines. Et normalement, je sais pas. Mais je peux te répondre sur le fait que c'est très différent de faire de la BD et de faire de l'illustration. Et c'est pas le même monde. Hein. En tout cas. Maintenant, peut-être c'est plus sexiste la BD du coup que l'illustration. Beaucoup plus. C'est-à-dire que. Ah oui. Maintenant, c'est peut-être moins le cas. Hein. J'ai l'impression parce qu'il y a plus de projets. Que les choses tendent à plus de parité, etc. Mais en 2005, quand j'ai commencé à faire des festivals de BD, j'avais mon premier album et tout ça, j'étais la seule nana. J'étais la seule nana. Enfin, tu vois, je veux dire, il y avait même parmi les lecteurs. Tu vois, c'était les festivals, c'était beaucoup. C'était la fête au testostérone. C'était la BD franco-belge, les gens qui allaient dans les festivals, c'était les amateurs de BD franco-belge. Oui, les premières des mecs avec des gros bifs. Pour l'Écho des Savanes, j'avais jamais acheté l'Écho des Savanes. On m'a dit, c'était Albin Michel Bédé qui est venu me chercher, qui m'a dit, on aimerait féminiser notre humour. J'ai acheté l'Écho des Savanes parce que, en effet, je ne connaissais pas, je savais pas ce qu'il y avait dedans et tout. C'était vraiment des blagues à la papa. Enfin, ça. C'était vraiment un truc. J'étais waouh, il y a du boulot pour féminiser l'humour, en effet, tu vois, c'était. Mais c'est bien de partir de là, de l'Écho des Savanes, tu vois, par exemple, c'est vraiment le créneau, tu vois, le créneau qu'il faut changer, qu'il faut modifier à l'époque, c'est là-dedans que ça se passe, quoi. Donc. Ouais, mais après changer, je sais pas, mais proposer d'autres choses. Alors que l'illustration, tu vois, les magazines féminins sont pleins d'illustrations. Les magazines féminins, l'horoscope, il y a des illustrations, les illustrations de mode, tu vois. Et puis la jeunesse, quoi, tu vois, c'est pour les femmes, c'est les enfants, tu vois, qui s'occupent des enfants. Ouais.
Puis, c'est vrai j'exagère, je caricature à mort, mais dans la tête des gens malgré tout. Et en festival, ça se vérifiait. J'étais la seule fille. Mon premier éditeur, en plus, c'était un indépendant et tout. J'étais une fille, j'avais 25 ans. Mon premier album, c'était un truc sur les nichons. Enfin, ça s'appelait Les Seins, tu vois. Et donc, laisse tomber. C'était soit on faisait que des blagues qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'oserait plus faire. Ah ouais? Et soit, des blagues hyper lourdes. Enfin, c'était horrible, vraiment. Et puis je me sentais hyper isolée, tu vois, avec ça. Ça faisait que soit je réagissais mal et j'avais l'air d'une pain-bêche, soit je réagissais bien et j'étais une gourde, quoi. Tu vois, c'était très difficile de jongler avec ça, de savoir quand on te fait une blague hyper lourde et que tout le monde rigole, si tu rigoles pas, c'est que t'as pas d'humour, enfin, tu vois. Et en fait, si c'est pas drôle, si tu trouves pas ça drôle, enfin. Et après, si tu ris, que tu rentres dans le truc, c'est très malaisant, en fait. Ouais, j'imagine. Maintenant, c'est plus la même ambiance, c'est plus exactement pareil, pas partout. Ça évolue, quoi, disons. Ouais. Et d'ailleurs, tu contribues en tant qu'autrice dans ton travail à justement traiter de tous ces sujets, que ce soit le féminisme, que ce soit la maternité, que ce soit la BD, etc. Tu peux un petit peu nous raconter les diverses choses, les divers projets que tu as eu à cœur ces diverses années pour les personnes qui connaissent pas. Ouais, avec plaisir. En fait, là, je fais la maline, mais tout ce que je suis en train de dire là, en faisant l'intéressante, ça a mis longtemps à être compris par mon petit cerveau. Tu vois, c'est-à-dire que quand moi on me faisait des blagues sexistes et lourdes, c'était tellement l'ambiance générale que je me disais pas c'est sexiste et lourd. Je me disais pourquoi je me sens si mal à l'aise quand ils me font des blagues comme ça. Est-ce que je suis coincée? Ouais, c'est ça. Parce que l'ambiance générale était à ça, enfin même Fluide Glacial, la plupart mais même même regardez Spirou, le petit Spirou, enfin c'est hyper sexiste. Super sexiste. Ouais, c'est clair. Et je dois vous dire un truc là, j'ai halluciné l'autre jour parce que ça fait longtemps que je lis plus Lucky Luke et comme j'ai participé au 75e anniversaire de Lucky Luke récemment, je suis tombé en fait en librairie sur les BD de Mathieu Bonhomme qui fait en fait une espèce d'hommage, enfin c'est pas une espèce, c'est même un hommage à l'univers de Lucky Luke. Et sur la couverture de Lucky Luke, c'est Lucky Luke avec trois femmes qui sont serviles autour de lui, qui sont à ses pieds. J'ai halluciné de voir une couverture pareille. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je me dis mais en fait on en est encore là quoi. Ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr. Après, est-ce que c'est un problème qu'il y ait des hommes qui fassent ce fantasme-là, tu vois? Non, mais c'est le male gaze, quoi, tu vois, c'est comme le truc qui est un peu facile et qui est, voilà, qui est... ça. Et c'est qu'en fait, il faudrait proposer d'autres choses, il faut abreuver d'autres choses, j'ai pas lu la BD, mais voilà, la couverture m'avait un petit peu effaré. Mais oui, mais elle est belle, le coup. Ça m'étonne pas. Après, ça m'étonne pas. Je l'ai pas vu non plus, donc voilà pour dire que les sujets féminins, je n'ai osé m'en emparer que très tard, au moment où j'ai compris que c'était pas la honte en fait d'être une femme et d'avoir envie de parler des sujets qui me concernaient. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait un truc avant qui était de l'ordre de non, c'est des sujets de gonzesse, ça intéresse personne. Tu vois, il y avait un truc vraiment comme ça qui était un peu inconscient dans ma tête, mais qui était là quand même, tu vois. Donc, de me dire, on venait me chercher en me disant, vous êtes une femme, vous faites de la BD, vous faites de la BD féminine, et moi, ça me cassait les pieds en fait. J'avais pas envie d'être. Ouais, tu faisais de la BD, j'avais envie de faire de la BD, quoi, tu vois. Et exactement. Et à ce moment-là, il y avait un truc très condescendant sur la BD féminine qui était forcément girly, tu vois. Ouais, oui. Et moi, je me reconnaissais pas du tout dans le. Je me reconnaissais pas du tout dans le girly, c'est-à-dire que il y a pas, même si on veut enlever le côté péjoratif du mot girly, parce que c'est ok, tu vois, d'être fan de mode, c'est tout à fait ok, il y a aucun problème. Le truc, c'est que moi, ça m'intéresse pas. Oui, tu peux pas réduire chaque femme autrice à j'ai vachement de mal par exemple, à habiller mes personnages. Donc à ce moment-là, les nanas qui cartonnaient faisaient aussi de l'illustration de pub, et puis en plus, j'avais besoin de sens dans tout ce que je faisais, donc moi c'était hors de question. Même les fois où on m'a proposé, tu vois, de faire des trucs pour, je me souviens qu'on m'a proposé des trucs pour Sveltes, ou tu vois, et moi c'était hors de question que je fasse des illustrations pour une marque qui vendait des produits à l'aspartame pour le dictac de la minceur, enfin tu vois, j'avais un truc comme ça. Donc ouais, bien sûr. Ouais. J'étais pas du tout dans ce réseau illustration de pub, et celle qui cartonnait à l'époque, c'était Margot Motin, c'était Pénélope, c'était, tu vois. Que sont des nanas que j'aime beaucoup, tu vois, mais qui, elles, savaient habiller leur personnage, savaient mettre le hit bag
tu vois, et tout. Et moi, c'était pas du tout mon délire. Et donc, on me disait, ouais, mais il faudrait que tu lises des magazines féminins. Et c'était pas du tout mon ambiance. Mais j'étais pas non plus dans une BD un peu trash, un peu, parce qu'il y avait des filles qui faisaient de la BD. Mais tu vois, à ce moment-là, il fallait peut-être que je devienne, j'avais l'impression, en tout cas, parce que c'était juste, moi, la façon dont je me positionnais, mais enfin, j'oscillais entre ce truc. Ok, on voit que ce que je fais, c'est féminin, parce que les sujets qui m'attirent, c'est des sujets qui sont proches de ma vie, et bon, ben, il se trouve que je suis une femme. Mais d'un autre côté, ça, je me reconnais pas dans ce qu'on me demande, parce que vraiment, on m'a demandé expressément de faire des BD sur les soldes, enfin, tu vois, sur des trucs comme ça. Ah ouais. Ouais. Et d'un autre côté, donc pour me détacher de ça, il aurait fallu que je sois caricaturalement d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que après, j'avais des copines qui faisaient de la BD, de fanzina, des trucs plus punk et tout, tu vois. Mais je me reconnaissais pas non plus, tu vois, dans un style vachement tranché, noir et blanc, enfin. Et donc, tu vois, j'étais un peu perdue, quoi. Il y a un moment où j'avais l'impression de pas pouvoir être tranquillement qui j'étais, quoi. Parce que, ouais, on m'a demandé expressément, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu me chercher pour faire des BD dans l'écho des savanes. Et là, enfin, c'était trop bien, tu vois. Les gens trouvaient ça trop bien ce que j'avais fait. J'étais hyper libre, je pouvais faire ce que je voulais, enfin, vraiment. Sauf que l'écho des savanes donc Albert Michel BD s'est fait racheter à l'époque par Glénat. Et tous les gens avec qui j'avais bossé ont changé. Et donc, ils avaient racheté un catalogue, tu vois, où il y avait Vuillemin, etc. Glénat avait racheté un catalogue, mais clairement, ils n'avaient pas racheté le catalogue pour moi. Si c'est vrai, j'étais pas trop au raccord, enfin, ils s'en foutaient un peu, quoi, tu vois, de ce que je faisais. Et surtout, ils avaient une idée, bon, ben, la fille, on va lui faire des trucs de fille. Et moi, je suis arrivée, j'avais mon album presque terminé, en fait, parce qu'il y avait eu des pages faites déjà pour le magazine et tout. Et donc là, ils m'ont demandé, ça a été vraiment, j'ai eu une réunion avec l'éditeur qui m'a demandé d'enlever toutes les histoires qui n'avaient pas trait directement à la féminité. Donc j'avais des histoires qui parlaient juste, de la vie, de la vie, quoi, d'avoir 20 ans, voilà, et d'avoir la vingtaine, disons, et de rajouter des histoires sur le coiffeur. Et j'avais une liste comme ça d'histoires obligatoires à faire. Et en fait, si tu veux, c'est pas l'épilation et tout ça. C'est pas, en plus, le fait qu'il y a rien à dire sur ces sujets. C'est juste que ce soit imposé de façon si caricaturale par un homme et par l'idée qui se fait de ce qu'attend le lectorat de femmes. C'était, pour moi, hyper... j'étais hyper mal, quoi, tu vois. Ah, mais c'était la norme et ça l'est malheureusement encore dans plein... dans plein de publications, quoi. Le problème, il est là aussi, quoi. C'est penser à la place des autres, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui a permis, je trouve, Internet pour les femmes, mais pour sans doute d'autres personnes, c'est qu'il y a pas forcément l'obstacle, on va dire, ou le filtre de l'éditeur entre ce que tu proposes et le lecteur, tu vois. Donc entre l'auteur et le lecteur. Ça fait que tout d'un coup, je pense que les éditeurs ont réalisé que ce qu'ils imaginaient n'était pas la réalité, c'est-à-dire que il y avait un public pour certaines formes de BD que eux n'auraient pas pris le risque d'éditer, tu vois. Donc il a fallu contourner les biais sexistes des éditeurs en utilisant les réseaux, en s'exposant immédiatement pour qu'ils se rendent compte. Moi, je crois qu'il y a eu un truc comme ça et qui a fait que ils n'étaient pas de mauvaise foi quand ils se disaient on va pas trouver, parce que moi, donc ce fameux livre là. On me disait, si on trie pas tes histoires, c'est pas un produit bien défini, on sait pas où le mettre en rayon, en fait. Donc, il va jamais trouver son public. Oui, c'était une vraie problématique, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça. Donc, on me disait, puis on payait moins aussi que mon pote, par exemple, Thibaut Soulcier, qui avait signé chez le même éditeur et tout. Je disais, mais attendez, moi, j'ai déjà fait des livres, et lui, non. Et vous lui proposez plus d'argent qu'à moi. Ils m'ont dit, un peu gêné, ça c'était déjà chez Albin Michel BD, c'était le cas. Ouais, mais toi, on sait pas si les BD de Thibaut, on connaît ce public-là, tu vois. Public un peu trash, de l'humour, parce qu'il était beaucoup plus trash Thibaut à l'époque, Soulcier, donc je parle de Soulcier. Donc on connaît ce genre de public, on sait à peu près sur un premier livre, un auteur nouveau, on sait à peu près combien on peut espérer en vendre, alors que toi, à l'époque, ils savaient pas si les femmes liraient.
tu vois, et il était entendu déjà que ça ne plairait qu'aux femmes, mais en plus, il savait pas si les femmes liraient de la BD ou, ils en avaient aucune idée. Donc, parce que pour eux, c'était comme une sorte de chantier à construire, donc c'est toujours compliqué en marketing. Tu dis, t'as tout un truc à mettre en place. C'est quand même plus facile d'aller vers un public dont tu connais déjà les rouages et les limites. Et là, tu peux l'alimenter. C'est vrai que quand il faut, comme ça, inventer un nouveau public qui en fait existe, mais dont ils savent pas du tout comment les toucher, en fait, ils étaient simplement paumés, puis ils voyaient pas la portée économique en fait du truc. Quoi. Mais après, c'est aux libraires aussi. Je pense qu'ils font un travail formidable de mettre en avant aussi les auteurs et les livres qui, quand ils les reçoivent, qu'ils aiment bien, et ils mettent en vitrine. Ça joue aussi énormément, parce que ce lien-là entre les éditeurs et les libraires. Oui, en fait, tout joue, mais ce qui joue aussi, c'est l'état d'esprit de l'autrice elle-même. C'est-à-dire moi, là, en l'occurrence, c'est que si tu veux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même, depuis MeToo, puis les réseaux, et puis etc., une espèce de, le mot sororité qui est apparu, qu'on n'entendait pas à l'époque, tu vois. À l'époque, dans les quelques meufs qui faisaient de la BD, il y avait beaucoup aussi de celle-là, elle fait du girly. Ça venait des femmes aussi, tu vois. C'était un truc aussi très péjoratif qui venait aussi des femmes. Donc c'est un peu compliqué. Moi, du coup, je me disais pas, c'est parce qu'ils se rendent pas compte qu'il y a plein de femmes qui sont intéressées par les sujets que je peux aborder, etc. Je me disais, c'est parce que c'est pas intéressant. Tu vois, j'avais pas l'assurance et la confiance en moi de me dire, mais non, en fait, tu poses déjà plein de questions sur ton dessin. Tu te demandes est-ce que je suis légitime à faire une BD. Moi, j'ai pas fait une école de BD, j'ai pas fait, tu vois, je suis arrivée là, bim bam boum, j'ai eu l'impression d'avoir du bol tout le temps, tu vois. Et à la limite, je me disais, mais j'ai de la chance qu'on s'intéresse à moi parce qu'en ce moment c'est la mode d'être une femme. Je me disais des trucs comme ça, tu vois. Oui, non, mais c'est normal de te le dire. C'est normal de te le dire. Je me rends compte que c'était une connerie, tu vois. Mais à l'époque, voilà, donc souvent j'entretenais une espèce d'ambiguïté avec le métier d'auteur BD qui faisait que je me lançais pas complètement à être autrice de BD parce que je me disais pas. Tu vois, j'avais besoin de la validation d'un argument d'autorité qui, pour moi, l'éditeur en était un. Donc, si l'éditeur me disait, on va pas te trouver public, je disais, ok. Tu vois, je me disais pas, si, il y a un public, c'est trop intéressant, il y a plein de trucs à dire comme j'en ai été dit. Je me disais pas ça du tout. J'avais pas du tout, tu vois, cette conscience-là, donc. Et à quel moment il y a eu, tu expliques que c'est une prise de conscience progressive, et est-ce qu'il y a eu un tipping point, un point de bascule comme ça en toi où tu t'es approprié le truc et il y a une sorte de magie qui s'est opérée, où tu as vraiment pris ta place, où tu t'es senti bien? Carrément, c'est parce qu'en fait, en vérité, je flirtais déjà avec tout ça avant, tu vois. Donc mon premier fanzine, c'était un fanzine qui s'appelait Dessin, avec des filles qui en ont, c'était un webzine à cycle menstruel, tu vois, il y avait un côté déjà très féministe, tu vois, mais je l'avais pas formulé clairement dans ma tête, en fait. C'était, tu vois, en fait, le seul truc, c'est que j'avais monté ce webzine en me disant, ouais, je dessine plus, je suis graphiste maintenant. J'étais avec une copine, on buvait une bière, on disait, mais comment ça se fait, on dessine plus, c'est dommage, tout ça, on devrait trouver un prétexte pour dessiner. Donc, on avait essayé de faire un fanzine, mais faire un truc sur papier, c'était hyper fastidieux, puis c'était les débuts d'Internet, donc on a monté ce webzine. Et on avait remarqué en buvant cette bière que, tu sais, au fur et à mesure, tu t'es là, tu te dis, mais en fait, c'est fou parce qu'on connaît que des filles qui dessinent. Autour de nous, il y a énormément de filles dans les écoles d'art, dans notre classe, c'était beaucoup de filles, on avait plein de copines qui dessinaient super bien et tout. Et pourtant, les BD qu'on aimait et tout, et qu'on lisait, par Bret et Cher, c'était essentiellement des mecs, en fait. On se dit, putain, c'est incroyable, comment ça se fait, et tout ça. Et c'est pour ça qu'on avait monté ce webzine, déjà. Donc, tu vois, il y avait ce thème-là. Puis après, je m'auto-sabotais. Enfin, il n'y a pas que le contexte, il y a moi aussi, tu vois, la confiance que j'avais en moi, l'entourage, enfin, voilà. Donc, qui faisait que je faisais des allers-retours vers la BD. À chaque fois, je me disais, oh, j'arrête, je suis intéressée par plein d'autres trucs, je faisais d'autres trucs, je faisais pas. Puis, finalement, je refaisais un album, puis, je rencontrais quelqu'un au festival, je re-signe. Enfin, tu vois, il y a un côté comme ça. Et puis, voilà, ça se faisait comme ça, et c'était très bien, et je faisais de la BD, pour des magazines, de par-ci par-là, puis sans ambition énorme non plus en termes. Et puis, quand je suis devenue maman, en fait, tout d'un coup, j'ai compris vraiment l'inégalité homme-femme. Tu t'es pris en pleine tranche. Ouais, mais vraiment, quoi. Ça a été une espèce d'épiphanie, je sais pas comment dire un truc. C'est bien, c'est le terme. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est tombé
au moment où le collectif contre le sexisme s'est monté. Donc tout d'un coup, j'ai vu émerger plein de témoignages de consoeurs, tu vois, qui... Et je me disais, mais c'est pas moi qui manque d'humour, c'est vraiment que c'est désagréable pour de vrai, tu vois, d'avoir tous ces témoignages-là, d'avoir aussi des autrices parfois plus âgées que moi j'avais pas vues parce qu'elles étaient invisibles, en fait, très peu visibles, parce qu'il y a toujours... il y avait des autrices femmes, en fait, avant, même dans les années 70, tu vois, sauf qu'on les connaît moins, en fait, c'est tout. Et donc, tout d'un coup, j'ai réalisé toute l'ampleur du délire, d'auto-sabotage aussi, du fait que j'étais une nana, que tout le temps que j'avais passé à douter sur la légitimité des sujets que je voulais aborder, en fait, si j'avais été un homme, je me le serais pas posé, tu vois, je pense que j'aurais foncé beaucoup plus, parce que, voilà. Et donc, bref, en devenant maman, j'ai compris que quoi qu'on fasse, j'étais une femme et que j'en subissais du coup certaines inégalités et que ça voulait pas dire que ce que j'avais à dire était inintéressant, au contraire, quoi. C'est pas parce que... Voilà, c'était vraiment en devenant maman, quoi. Et puis, il y a eu cet accouchement que j'ai eu pour mon premier bébé, où j'ai été super bien accompagnée. J'ai une sage-femme géniale qui m'a transmis des choses toutes simples pour accoucher bien. Et puis, pas longtemps après, la maternité dans laquelle j'ai accouché a été menacée de fermeture. Et là, j'ai découvert les témoignages de copines, de femmes autour de moi qui avaient les témoignages de leurs accouchements, et c'était horrible. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai eu la chance d'avoir comme info qui m'ont été transmises par ma sage-femme, elles l'ont pas eu. Et du coup, elles ont vécu des accouchements traumatiques, sans même oser dire qu'elles ont été traumatisées parce que le bébé va bien, tout va bien, rien à signaler, tu vois, d'un point de vue médical. Mais en vérité, elles sont traumatisées. Oui, on parle pas du ressenti de la maman, quoi. Et ça aussi, ça a été là pour le coup un sujet ultra féminin dont j'aurais jamais pensé m'emparer, parce que pour moi, même dans ma tête, parler des gamins, tu vois, encore un truc de gonzesse qui est pas intéressant. Tu vois, à l'époque, ça veut se dire le chemin que j'ai fait. Là, je me suis dit non, en fait, c'est hyper urgent d'en parler, quoi. En vérité, quoi, il en va de la santé physique et mentale des mères, des bébés, des familles. Enfin, tu vois, c'est un truc. Tout d'un coup, ça m'a paru dingue. Donc voilà, ce sujet a permis aussi de. Et puis après, je me disais, c'est fou parce que j'avais un regard hyper misogyne, en fait, avant. Tu vois, quand j'étais gamine, moi, je voulais être Tom Sawyer. Je voulais pas être Candy et tous les trucs à neuneux et tout, les rubans, les machins, c'était pas mon truc. Mais tu vois, et du coup, pour moi, c'est parce que c'était pas bien d'être une fille. Tu vois, j'avais l'impression que tous les personnages qui m'intéressaient, c'était jamais des filles. Donc, quelque part, dans ma tête, c'était... Même pas Punky Brewster ? Ouais, Punky Brewster. Ah, d'accord. Mais tu vois, il y avait un truc un peu compliqué qui se jouait là, quand même. C'est que j'arrivais pas à m'identifier à des personnages féminins, et je me disais pas, c'est parce qu'on ne nous propose pas de personnages féminins qui sont dans l'action et qui sont dans... Je me disais, c'est parce que c'est pas intéressant d'être une fille, tu vois, depuis toute petite, en fait. Donc, voilà, il a fallu quand même que ce mouvement de bascule se fasse, et le fait qu'il y ait le collectif, le fait de devenir maman, le fait de parler avec d'autres femmes et tout, ça m'a... Enfin, pour moi, c'est vraiment devenir maman qui m'a fait basculer sur ce sujet-là, c'est clair. Et du coup, c'est ça qui a été le point de départ de la naissance en BD, qui a été un gros succès pour toi, il me semble. La naissance en BD, c'est déjà une réussite du simple fait d'avoir réussi à l'écrire, parce que c'est de la vulgarisation sur le thème de la naissance, et entre le moment où j'ai compris que je savais des trucs que les copines n'avaient pas, et le moment où j'ai écrit le bouquin, il y a eu un grand laps de temps, parce qu'un syndrome de l'imposteur à fond, quoi. Tu vois, tu te dis, je suis auteur de BD, autrice de BD, j'ai accouché une fois. Et d'ailleurs, on me demande de faire un livre sur l'accouchement, tu vois, ça me semblait, genre, je suis passée. Ah oui. Pas gynéco. Je me disais, c'est quand même un sujet un peu touchy, tu vois, pour plein de gens. Les gens ont plein d'idées reçues sur ce que doit être un accouchement, dans un sens ou dans l'autre. Le pitch de la naissance en BD, ça démarre par livre inutile. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le pitch commence comme ça, en fait? C'est moi qui l'ai écrit en plus. Les gens ne savent pas forcément, mais les quatrièmes de couverture sont pas toujours écrits par les auteurs. Et parfois, c'est écrit par les auteurs. Même quand on te demande de faire une... Donc là, c'est ton texte. Ouais, donc là, c'est mon texte. Super. Ce livre est inutile. Ouais. Ça commence par ce livre est inutile parce qu'en vérité, l'accouchement, c'est une fonction physiologique du corps féminin.
C'est-à-dire comme la physiologie, c'est la science du vivant. C'est comprendre les mécanismes du vivant quand ça fonctionne bien. C'est-à-dire la physiologie, ça peut être aller aux toilettes, par exemple, c'est une fonction physiologique. Une fonction d'évacuation, tu vois, de l'urine, c'est une fonction physiologique. Respirer, c'est une fonction physiologique. Marcher, etc. Et donc, l'accouchement fait partie des fonctions physiologiques du corps. Et donc, on n'a pas à l'apprendre normalement. Tu vois, c'est quelque chose que les mécanismes se mettent en place dans notre corps automatiquement. Quand tu es enceinte, tu te dis pas aujourd'hui je vais fabriquer les orteils. Tu vois, c'est pas un truc bien ça, sûr, ça se fait. Sauf que en tant qu'être humain, la limite entre naturel et artificiel, entre acquis et inné est hyper ténue parce qu'on est prématuré et on est très empreint de l'environnement dans lequel on vit. Donc même ce qu'on va trouver beau ou ce qui va nous exciter sexuellement ou ce qui va nous plaire au goût, ça sera vraiment tributaire de l'environnement dans lequel on a grandi, tu vois. Donc pour l'accouchement, comme il y a une grande part physiologique, de pouvoir lâcher prise au moment où tu accouches, tu vois, de pouvoir laisser son néocortex. Ouais, tu parlais de l'inhibition du cerveau reptilien. Ouais, voilà, tu vois, les femmes, elles ont un cerveau humain, donc qui anticipe, qui imagine, qui prévoit, etc. C'est une de nos particularités d'être humain, c'est d'avoir ce néocortex surdéveloppé. Et ça, il faut pouvoir le mettre un peu en off pour pouvoir laisser le cerveau reptilien, donc le cerveau mammifère, prendre le dessus au moment de l'accouchement pour que les fonctions physiologiques se mettent vraiment en route, quoi. Et le double lâcher prise. Et quand tu as vécu dans une culture où tu as toujours entendu que tu accoucheras dans la douleur. Les croyances populaires. Voilà, qu'il y a eu des siècles aussi de chasse aux sorcières vis-à-vis du savoir des sages-femmes. Pour des histoires de pouvoir, hein, c'est toujours la même chose. Oui, tu parles des positions de l'accouchement aussi. Tu as fait quelques dessins là-dessus. Ça m'a fait hurler de rire, mais c'est vraiment génial. Tu les as mis en gif en plus. C'est cool les petits dessins. Ouais. Donc en fait, quand t'as baigné dans cette culture-là, c'est vachement difficile. De lâcher prise, et quand tu lâches pas prise au moment de l'accouchement, t'as de l'adrénaline, l'hormone de la peur qui vient et qui entrave le bon fonctionnement de l'accouchement, et puis qui est aussi entravé par toute une culture, parce que y a pas que la femme qui accouche qui a cette appréhension qui génère des douleurs en fait, hein, c'est physiologiquement prouvé. Il y a tout l'environnement, on encadre l'accouchement d'une façon qui est un peu trop intrusive en fait, tu vois. Et c'est très médicalisé, hein, c'est le terme. Et en fait, quand on dit ça fait peur parce qu'on dit mais il faut quand même, oui, je sais pas pour qu'on accouche toutes dans le foin, tu vois. Je veux dire toute seule, enfin je veux dire. Tu vois, il peut y avoir des choses un peu caricaturales aussi parfois, donc non, c'est qu'aujourd'hui on a la technique médicale pour accompagner sans être intrusif en fait, vraiment accompagner, tu vois, quand quelqu'un accouche, il faudrait l'observer de loin, sans intrusion pour que ça, voilà. Mais bon, c'est sûr sur ça. Je sais plus, je suis partie un peu. Excusez-moi. Non, mais t'as raison. Mais en plus, c'est intéressant parce que c'est des problématiques qui sont occidentales, parce que évidemment, dans certaines cultures, il y a un plus grand respect justement de l'accouchement naturel, un mammifère, on va dire, et les choses se font de façon tout à fait cool, quoi. Donc après, c'est sûr que il y a la peur du risque aussi, qui fait que on est dans nos sociétés occidentales, on surmédicalise parce que on veut que tout se passe bien, et puis en fait c'est un sujet qui est ça, c'est la peur du risque. On a cette peur de l'accouchement qui est vraiment très ancrée. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que en fait, c'est des problématiques à la fois économiques, patriarcales, enfin, tu vois, des histoires de gestion aussi des hôpitaux. Enfin, c'est plus rentable de mettre des machines avec des monitorings et de mettre les femmes toutes sous perfusion d'ocytocine pour accélérer et enfin, tu vois, pour que allez hop. T'as une seule sage-femme pour plusieurs femmes qui accouchent, tu vois, c'est vraiment. On laisse la place à la suivante. Ouais, tu vois, c'est vraiment une histoire de gestion aussi économique, quoi, tu vois, donc des corps, quoi, en fait. Ouais, non, mais c'est super intéressant de le dire. Mais donc c'est économique, c'est culturel. Bon, après c'est aussi étonnant de voir que sans aller très loin, tu vois, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, les accouchements sont beaucoup moins médicalisés, le recours à la péridurale est beaucoup moins fort, et en fait on pourrait se dire les pauvres, on les fait souffrir, elles sont, tu vois, alors qu'en vérité si tu regardes vraiment les cartes de recours à la péridurale, tu te rends compte que souvent les pays où on l'encourage le moins sont les pays les plus féministes, tu vois, d'un point de vue politique. Et ça, oui, c'est intéressant, ouais. Tu vois, c'est fou, ouais. En Norvège, elles ont plein dans les pays nordiques, elles ont plein de droits, de parité autour de l'arrivée d'un enfant et tout.
Et pourtant, on leur donne pas de péridurale, mais c'est dégueulasse. Enfin, tu vois, alors qu'en fait, non, si on donne pas de péridurale de manière systématique, c'est parce qu'on accompagne mieux le processus physiologique et qu'il y a moins de souffrance, en fait, tout simplement. Tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ça devait être viscéral du coup pour toi de traiter tout ça en BD. Ça devait vraiment être un truc. Ouais, c'était viscéral de le faire au moment où la maternité dans laquelle j'ai accouché était prête à fermer, menacée de fermeture. Donc j'ai fait des notes de blog qui ont été partagées par plein de gens, par Martin Van Cleer, par des gens, tu vois, qui s'intéressent à ces sujets, quoi, ou par le grand public. Et du coup, j'ai eu plusieurs propositions d'éditeurs pour faire cette BD. Sauf que moi, c'était un sujet qui me faisait hyper peur et tu vois, j'ai pas dit oui tout de suite, quoi. Ça a mis longtemps, en fait. Il a fallu que je trouve le bon éditeur, en vérité. Tu dirais que c'est le premier, parce que ça fait un bout de temps, voilà, ça fait 15 ans que tu fais de la BD, tu dirais que la naissance en BD, c'est il y a eu un avant, un après, cette BD? Ouais, c'est clairement, ouais. Bah, déjà, c'est un best-seller, hein, enfin, long-seller, tu vois, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, ils se vendent toujours pareil. Donc, tu vois. Cool. Génial, trop bien. C'est vraiment cool, ça. Tu vois. C'est très drôle. Ouais, c'est clair, c'est cool, et c'est la première fois que je retouche les droits d'auteur, tu vois, aussi vite. Parce que. Dollar. Le Graal. Mais non, mais tu rigoles, mais ça compte aussi de pouvoir vivre du truc. Donc, déjà, c'est un point de bascule pour moi, d'un point de vue économique, qui va me permettre de sans doute me mettre à faire plus que de la BD, d'arrêter de jongler entre tous les boulots, tu vois. Et puis, non, ça m'a fait travailler sur du développement personnel de ouf, en fait. C'est vrai. De l'auto-développement personnel ou Non, pas du tout. Ça a été tellement difficile de me sentir légitime que j'ai fait vraiment des exercices de développement personnel. D'accord, okay. Mais ça, c'est arrivé avec l'arrivée de mon enfant aussi, tu vois. En fait, pour moi, l'arrivée de mon enfant, ça a été vraiment un gros booster de développement personnel, parce que, tu vois, tout d'un coup, ça m'a tendu un miroir, tu vois, avec tous les trucs un peu de traviole que j'avais, hein, je me disais en haussant les épaules, bah, c'est comme ça, je suis comme ça, tu vois. Là, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais j'ai pas envie du tout de le transmettre, en fait, ce truc. J'ai vécu pareil, vraiment pareil, c'est dingue. J'ai une question un peu débilos. Pourquoi la bande dessinée comme médium, en fait, pour parler de tous ces sujets? Parce qu'elle fait de la BD, bon sang. Non, mais évidemment, bah, elle était débilos, ta question. C'est la réponse. Mais je vais quand même la poser jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la BD, qu'il y a par rapport à un blog écrit, ou alors, par exemple, faire du stand-up, tu vois, pour finalement. Ah ouais, du stand-up. Mais tu pourrais, je pense que t'as ce qu'il faut pour. Mais pourquoi, voilà. Mais pourquoi la BD plus que tout? C'est ça ma question. Putain, le truc sur le stand-up, excusez-moi du gros mot, mais ça me fait hyper plaisir. Je t'en prie. Non, mais ton humour est très stand-up. C'est-à-dire ça marche très bien. C'est acide et c'est pas trash, mais c'est cash, tu vois. Et voilà, je trouve. Mais nous, on fait souvent cette relation-là avec Jérémy entre le stand-up et justement l'art du séquentiel, l'art de raconter, le storytelling. Donc voilà pourquoi toi la BD, c'est le truc en plus. Alors déjà, au départ, je pense qu'il y a le fait d'aimer dessiner, hein, d'un point de vue très égoïste, mais toi, petite, déjà, j'aimais dessiner, mais pas pour dessiner, c'était toujours pour raconter des trucs, en fait. C'était vraiment, je me servais toujours du dessin pour raconter des trucs. Là, pourquoi c'est bien pour la naissance en BD en particulier, parce que c'est efficace, c'est-à-dire que ce qu'on me dit sur mon bouquin, c'est une BD, elle est grosse, certes, mais elle se lit quand même relativement vite, et que parfois les mamans sont amenées à s'intéresser au sujet de la grossesse et de l'accouchement, par exemple, mais elles vont, parce que toutes les infos que je donne dans la BD, elles sont accessibles ailleurs, hein, tu vois, il y a des bouquins, bien sûr, tu vois, mais c'est des bouquins qu'il faut avoir envie de lire. Et là, par exemple, il y a beaucoup de papas qui la lisent, celle-là, parce que les mamans ont du mal à intéresser leur mec, en gros, sur le sujet, et la BD, ça le rend vachement plus accessible, en fait. Tout de suite, t'as des... On revient sur le fait que la BD c'est un truc de mec, hein, mais du coup tu l'utilises à bon escient, tu vois, c'est une boucle. Ouais. Bah, c'est super comme boucle, je la trouve vraiment intéressante. Ouais. C'est ça. Hein. C'est ouais. J'adore cette réponse. Voilà. Puis je pense qu'il y avait aussi un truc dans la BD, c'est que ça, je suis vraiment pas la seule, je pense. C'est pour un petit budget, t'as besoin que de toi-même en fait. T'as pas besoin, tu vois, si tu veux faire un documentaire, c'est très compliqué. Pour faire des livres, je pense que le syndrome de l'imposteur sera encore plus grand, tu vois, pour faire des livres coécrits.
Bien sûr. Là, je fais tout, tu vois, j'ai l'impression que rien n'est parfait, mais mis bout à bout, finalement, tu vois, ça Bah oui, ça transparaît d'humanité, et au final, c'est ce dont tu parles. Ouais. Enfin, je veux dire, parce que tu dis c'est pas parfait, mais c'est justement, je veux dire, on parle du boxon, du bordel qui est la vie, enfin, tout ça, quoi. Ouais. Bon, bref. Non, mais c'est vrai, il y a un côté, comment dire, tu vois, la BD, pour moi, c'est très spontané, quoi. C'est vraiment une façon de m'exprimer très, très simple, en fait. Je dis pas que c'est pas fastidieux, que c'est pas long, que c'est pas machin, mais c'est que ça reste quand même la façon la plus simple que j'ai trouvée pour transmettre des choses, quoi, des idées. Là, ça marche bien. À tel point qu'il y a 2 tomes, là. Je vois Propager vos super pouvoirs. Il est déjà sorti ou il va sortir? Non, alors il y a 3 tomes. Il y a le tome 1 qui est sorti, donc c'est Découvrez vos super pouvoirs. C'est vraiment la base du processus en 2020. psychologique, quoi. Le tome 2 que je suis en train de terminer, qui s'appelle Amplifier vos super pouvoirs, où je rentre un peu plus dans les détails, c'est-à-dire je parle des différentes phases de l'accouchement, comment elles peuvent être différentes d'une naissance à l'autre sans être pour autant anormales, tu vois, ou pathologiques, quoi. En expliquant, voilà, je pense que ça va vraiment donner des clés pour faire des choix plus précis, tu vois, ou pour pas paniquer au moment où tu es en train d'accoucher. Si tu sais que ça peut arriver, et que c'est normal, en fait, c'est ok, tu vois, ça t'aide à pas paniquer le jour J. Et après, il y a Propager vos super pouvoirs, et là, c'est vraiment sur faire ton projet de naissance, tu vois, choisir où tu vas accoucher, ce que tu préfères accoucher, dans une clinique, un hôpital, avec une sage-femme libérale, enfin, tu vois, ces trucs-là, tu sais... Oui, c'est un boulot de dingue en recherche, du coup. Ouais, c'est beaucoup d'infos à glaner, et aussi, surtout, après, à synthétiser, tu vois. Ça doit être passionnant. Ouais. Ça doit être passionnant de fouiller ce sujet qui te passionne et de le retransmettre et de savoir qu'il y a de la demande et que tu as du boulot je sais pas combien de temps. Ah ouais, là, en plus, on n'arrête pas de me parler. J'y pense parce que Madeleine serait contente. Mais c'est vrai qu'on en parle tout le temps du postpartum, là. Oui, bah oui, ça fait... et c'est vrai que c'est un énorme sujet aussi. Et justement, là, je suis en train de parler avec Larousse. Ils sont venus me chercher pour adapter le livre de Anna Roy, La vie rêvée du postpartum, en BD. Ah ouais. Et donc, je sais pas, j'avoue que je l'ai pas encore lu, mais l'idée me plaît parce que ça m'éviterait de me cogner toute la partie, justement, recherche et validation de ce que j'ai trouvé comme info, enfin, tu vois, etc. Parce que là, c'est quand même... quand tu dis adapter... parle, donc... Quand tu dis adapter, ça veut dire que tu vas amener ta patte en fait humoristique sur ce qu'elle avait déjà fait. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle vient de m'envoyer le livre. Apparemment, Anna Roy est super partante. C'est Larousse qui m'a contactée. Après, il faut voir ce qu'on entend par adapter, parce que si c'est juste illustrer, mettre des illustrations par-ci par-là sur le texte, c'est pas très intéressant, je pense. Et c'est pas ce qu'elles veulent en plus. Donc voilà, mais il faut que je lise le livre pour savoir si c'est possible. Et puis certainement que dans ces cas-là, il faudra angler, tu vois, parce que son bouquin, je l'ai là dans les mains, il fait 500 pages. Non, il fait quand même 190 pages, tu vois, et si tu veux rajouter des blagues, machin, faire des dessins, etc., ça peut vite devenir un truc énorme, en fait. Donc, c'est clair. Il faudra choisir vraiment l'essentiel. Voilà, il faudra angler. Ce sera pas l'intégralité de toutes les infos qui sont dans le bouquin d'Anna Roy, je pense. Et du coup, entre ta trilogie sur les super pouvoirs, la naissance, cette adaptation, je fais une petite boucle là avec les éditions exemplaires. Tu vas sortir quoi chez eux? Donc on peut déjà savoir ou Oui, c'est clair que là, on va avoir un petit scoop, c'est vraiment un... Non, c'est mais juste. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait. J'ai toujours eu des difficultés relationnelles avec mes éditeurs. Non, c'est pas vrai. J'ai eu des éditeurs avec qui ça se passait très bien, mais
soit il y avait un sentiment de frustration parce que je bossais pour eux et puis voilà, je veux dire, ils m'éditaient. Parce qu'avant, moi, j'avais le fantasme, je sais pas vous, mais qu'un livre, ça s'écrivait avec l'appui d'un éditeur, tu vois, qui venait, qui lisait tes trucs, qui te disait peut-être ce serait vachement mieux comme ça. Ou tout. En fait, ça se passe pas comme ça. Enfin, moi, ça c'est jamais. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a vraiment qui le font. Mais c'est vrai que dans la majeure partie, je te laisse décrire le truc, mais c'est vrai que ça s'est passé comment pour toi, Lucille? Non, mais en effet, je fantasme ce truc de relation proche entre auteur et éditeur. Moi, ça n'est jamais arrivé, en fait. Et donc, ça a été plutôt souvent des petits bâtons dans les roues, quoi. Ah merde. Tu vois, chez Glénat, voilà, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, après, il y a des choses qui sont très bien passées, mais dans des maisons d'édition parfois qui sont pas du tout habituées à vendre ce type de livre que tu as fait, donc il y a beaucoup d'intermédiaires, tu vois, entre les lecteurs et toi, en fait. Ah oui, ouais. Hyper c'est long. fastidieux. Ouais, c'est tu vois, entre le moment où tu es en contact avec l'éditeur, puis il y a toujours, alors aussi avant, dans ma vie, il y a toujours eu le truc, c'est l'éditeur qui vient me chercher, tu vois. C'est l'éditeur qui a une idée de ce que il attend de moi. Tu te fais choisir, ce n'est pas toi qui choisis. Exactement. Et ça, c'est grâce à Internet. Je pense que sans Internet, j'aurais jamais fait de BD, en fait. J'aurais jamais eu l'idée de faire un dossier, d'aller chez un éditeur, en fait. Je pense que ça m'aurait semblé, tu vois. Ça a été ton outil de tremplin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu le mets, tu vois, à une époque où on se rendait pas compte de cet outil. Tu vois, tu le mettais, et tu mettais des choses sur Internet parce que tu avais envie de les faire. C'était très spontané. Oui, t'avais pas de stratégie particulière, quoi. Tu faisais parce que ça te plaisait, quoi. Exactement. Parce que maintenant, c'est la stratégie à fond, hein, de tous les côtés. Non, c'est la stratégie à fond, mais parce qu'il y a les algorithmes qui se sont mis entre nous et le public. Alors, fucking algorithme. Le truc, c'est qu'avant, les blogs, je vais parler d'autant que c'est complètement bidon. Comme une vieille réac, mais quand j'ai monté un blog, ce qui se passait, c'est qu'il y avait peu de blogs BD, on découvrait les trucs des autres, on disait ouais, il y a des copains comme moi, et on mettait des liens sur le côté des gens qu'on aimait bien, tu vois, des trucs. Exactement. Et c'est comme ça les gens naviguaient de blog en blog, tu vois. Exactement. Et après, on a tous quitté les blogs pour les Instagram, etc. Et le truc qui est fou, c'est que l'algorithme fait le rôle de tri qu'on voulait éviter avec les éditeurs dont je vous parlais tout à l'heure, tu vois. Et, alors non, j'exagère parce qu'il y a des trucs super et des gens que j'aurais jamais rencontrés sans les algorithmes. Oui, parce que ça décuple, hein, voilà, faut dire ce qui est, mais... Mais malgré tout, tu vois, il y a un truc, par exemple, moi je vais plus du tout sur Facebook, j'ai quand même une page Facebook. Pauvre Marc. Et ils ont racheté Instagram. Mark Zuckerberg. Ouais, je sais, mais voilà, c'est juste, de toute façon, ils ont racheté plusieurs trucs, ils s'en foutent. Oui, voilà. Bon, ils ont des beaux projets, t'inquiète pas pour eux. Non, mais voilà, le truc qu'il y a, c'est que il faut pas que je cite de marque, c'est ça. Ici, on peut. Tu seras écouté par 160 personnes, ça va. Oui, voilà, donc ici, on a le droit. Donc, non, mais le truc là, c'est que quand je poste un truc sur Instagram, ça se poste directement sur Facebook. Et la dernière fois, je vais sur... il y a un moment, j'ai vraiment pris conscience de ça, je vais sur Facebook et Facebook me dit ça a été vu par 12 personnes, genre... Ouais, trop la Venez à mon événement à 12 personnes. Votre publication a été vue par 12 personnes, likée par 3, donc c'est déjà un quart, tu vois, donc c'est quand même pas mal. Et donc, si vous voulez que plus de gens le voient, payez, tu vois, je sais plus, ils disent payer. Ouais. Bien sûr, tiens. Et donc, je suis là, je me dis, ah ouais, donc il y a des gens qui se sont abonnés volontairement pour voir mon contenu sur ma page. Et maintenant, Facebook me demande de payer pour montrer ce contenu que je fais gratuitement à des gens qui ont demandé à le voir. Tu vois, donc ça devient un peu... C'est un truc à l'envers, ouais. Hyper drôle, ça. Il te dit, ouais, donc je vais payer pour montrer mon contenu à des gens qui ont demandé à le voir. Donc ça devient un peu ça devient un peu pénible quand même, je trouve. Donc voilà, la relation avec les éditeurs et les intermédiaires entre les lecteurs et moi, ça a toujours été un truc qui m'a questionné, tu vois, toujours. Et donc exemplaire, pour moi, c'est super pour ça, parce que je peux faire ce que j'ai envie de faire avec les gens qui me lisent directement. Et comme j'ai pas, tu vois, on a tous des priorités différentes. Il y a des gens qui ont peut-être besoin d'avoir un nom prestigieux sur leur couverture, tu vois, les éditions, un truc, ou les éditions machin, etc. Moi, vraiment, ce qui m'importe le plus profondément, c'est vraiment ma relation avec les lecteurs, quoi. Oui. D'où le nom de l'épisode, remettre l'autrice au centre de sa production. C'était vraiment ce qui était ressorti de Lisa quand j'ai discuté avec elle. C'était, voilà, les éditions exemplaires, elles sont là pour ça.
Ouais, et donc c'est pour ça que je m'apprêtais à faire de l'auto-édition en fait. Tu vois, je me disais bon, mais avec tout le côté flippant de l'auto-édition, et puis le côté un peu aussi très individualiste, tu vois, on fait tous chacun dans notre coin notre bouquin auto-édité. Ce qui est pas le cas d'Exemplaire du coup. Et voilà, et pour moi donc Exemplaire c'était vraiment le truc quand Thibaut, c'est Soutier, qui est un très bon ami à moi, qui m'en a parlé le premier, et puis Marc Dubuisson aussi, avec qui je travaillais, on s'en était parlé à Avignon, c'était un projet secret au début, tu vois, donc on se disait, et sinon, tu vois, Marc, par exemple, je lui dis, mais sinon, tu n'aurais pas envie de faire quelque chose qui soit un peu hybride entre l'auto-édition et le collectif et tout, et t'es là, si, j'aimerais bien, et toi aussi, est-ce que t'as parlé avec Lisa récemment? Donc, je me suis rendu compte que tu en étais tous les deux sur le même truc. Ça va être cool, ça, ce trop marrant. Et donc, ouais, voilà, c'est pour ça que Exemplaire, pour moi, c'est super de pouvoir à la fois être dans un collectif avec des gens que j'apprécie énormément, que j'estime et tout, et en même temps pouvoir faire un peu ce que je veux, directement avec mes lectrices parce qu'il y a plus de femmes quand même. Et donc, ce que je vais faire avec Exemplaire, c'est ce que je fais sur Instagram, ce que j'ai fait sur mon blog dans le fanzine en 2005, dans le blog, tu vois, après, de ce que j'ai fait, voilà. Une BD sur les Tototes. J'ai énormément de choses que j'ai publiées comme ça très spontanément depuis super longtemps, que j'ai jamais publiées en fait, tu vois. Donc je vais faire un recueil avec des inédits. Enfin voilà, je vais pas aller chercher midi à 14h pour ce premier projet, tu vois, mais sur de mes strips et tout ça, avec un thème un peu. Et puis... Donc il y aura Méphistophélès. Ouais, il y sera. Génial. Ouais. Et ça, ta campagne de crowdfunding, elle va sortir quand, tu sais déjà? Mais ça devait être en septembre, là. J'ai tout prêt, j'ai la maquette en blanc, j'ai les devis d'un peu. Oh là 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 là. Ça devait être en septembre, et puis on a décalé parce que mon mec devait se faire opérer. Et puis voilà. Donc ce sera en janvier, en fait. Ah, d'accord. On mettra tout le Patate Club sur le coup. Gilles qui a pris ma place. Gilles Boulet. Donc, ouais, voilà, il fait un crowdfunding de dingue. Ouais, c'était x100. C'est 1400%. Non, mais c'est un truc de fou furieux, ça. Et les plus gros levels, les plus gros paliers sont tous partis. Si tu veux un truc à 350 balles, tu peux même plus le prendre. C'est plus possible. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est cool, quoi. Mais c'est fou, une réussite à 1400%. C'est énorme. Et du coup, ça rentre complètement la stratégie qu'explique Lisa dans l'épisode, à savoir en fait que elle a deux solutions pour justement pouvoir éditer de jeunes auteurs ou jeunes autrices. Ouais. Et il y en a une des solutions, c'est de s'engager de la part finalement de celui qui est bankable, de verser une partie qui va servir de fonds de soutien à des nouveaux auteurs, nouvelles autrices. Et alors avec lui, c'est. Mais oui, alors après je sais pas ce qu'il a signé comme contrat. Ouais, on sait pas. Parce que chaque contrat est individuellement différent, c'est-à-dire... on sait qu'il y a au moins 5000 balles. Connaissant quand même, connaissant Gilles, je pense qu'il aura signé en effet pour cette option-là. Moi aussi, j'ai signé pour cette option-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je récolterai plus de 30 000 euros, je donnerai, tu vois, si je gagne 30 000 euros, je file 5 000 euros pour le fond du truc. Et donc voilà, mais lui, là, il en est, je pense que tu vois, connaissant, je pense qu'il aura fait ça sans problème, absolument aucun. Mais ouais, ça c'est une option hyper cool des éditions exemplaires, c'est clair. Et on explique pour ceux qui auraient peut-être pas écouté l'épisode de Lisa, mais on sait jamais. C'est en fait, en gros, ça coûte entre 8 000 et 10 000 euros pour monter un ouvrage. Et donc en gros, du coup, si les 8 000 et 10 000 euros ne sont pas récupérés en crowdfunding, du coup le système de parrainage permet de rajouter la somme manquante, et si le bouquin du jeune auteur ou de la jeune autrice fonctionne bien, du coup l'intéressement est redonné à celui qui parraine. C'est ça. En fait, en gros, c'est un cercle vertueux. Quand on est parrain ou marraine d'un jeune auteur, on prend peu de risques en vrai. Tu vois, on peut se faire mousser, genre ouais, je suis parrain, marraine d'un jeune auteur, mais en vérité, tu prends peu de risques parce que si tu choisis de le parrainer ou de le marrainer, c'est que tu crois en lui, c'est qu'il a du potentiel et tout. Et en effet, tu n'es là que pour faire le trait d'union s'il en a besoin au moment de monter son projet, enfin tu vois, de financer son projet, quoi. C'est-à-dire après le bouquin se vend et au fur et à mesure de ses ventes, il peut, tu vois, te rembourser ou pas, mais c'est à toi de le voir. Mais en vérité, c'est une super solution pour pas mettre la structure en danger, tu vois, tout en soutenant des nouveaux projets. Enfin, je trouve que
Non, ça a été super bien pensé, exemplaire. Et ce qui est vachement agréable avec Lisa, c'est qu'elle, elle y pense, comme elle le dit dans ton podcast, d'ailleurs, elle y pense depuis super longtemps. Elle a un cerveau qui va vite et qui fonctionne bien et qui, tu vois, a plein d'idées. Sauf que moi, quand elle m'a contactée, je sais pas, c'est un peu comme une conversation avec mon comptable, qui est adorable. Et à la fin de la conversation, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Puis quand je raccroche, et au moment où je suis en train de remplir mes trucs, je dis « Attends, ça, c'était quoi déjà ?» J'avais compris, Je connais cette sensation. En fait, voilà. Et avec Lisa, ça m'a un peu fait ça, et je suis pas la seule, c'est pour ça que j'ose le dire, je ne suis pas seule. C'est qu'au moment où elle m'a parlé du projet et tout était hyper clair et tout ça. Et au moment où moi, j'ai commencé à monter une équipe autour de moi, tu vois, à me demander est-ce que je vais prendre un graphiste ou pas, est-ce que je vais avoir un suivi éditorial, qui va être un suivi de fab, et surtout à parler aux gens que je voulais prendre à mes côtés, avec qui je voulais travailler des contrats, tu vois, de comment je vais les rémunérer, en fait. Tout d'un coup, j'ai eu des gros doutes, tu vois, c'était, mais en fait, est-ce que je vais être correcte avec eux? Parce que c'est une bonne chose de vouloir être payé mieux pour son travail, tu vois. Mais j'avais pas du tout envie d'exploiter les gens avec qui je bossais, tu vois. Et j'étais pas très capable de leur dire combien ils allaient toucher d'argent à minima, tu vois. C'est pas évident. Oui, Et en fait, c'est ça, puisque c'est tout le monde est payé au pourcentage à part l'imprimeur. Donc, en fait, tant que t'as pas fait de vente, tu sais pas combien tu vas les payer. Et or, pour faire des ventes et monter ta campagne, t'as quand même besoin, par exemple, le suivi de fab, c'est lui qui s'occupe de faire les devis chez des imprimeurs. Donc, tu commences à le faire bosser quand même, avant même que la campagne financement participatif soit mise. Et tu vois, et donc ça me posait problème et tout. Et donc, maintenant j'ai trouvé des gens, tu vois, qui étaient là, non, mais moi, je veux le faire avec toi, machin, de toute façon. Mais moi, je me sentais trop mal à l'aise, tu vois, pour leur dire, attendez un an avant d'être payé. Parce qu'en fait, il suffit de dire les choses, en fait. C'est ça, tu vois. Mais ils le savaient, hein. Mais c'est juste que moi, j'aurais voulu que ce soit, enfin, voilà, que ce soit très clair, de pouvoir leur dire combien ils allaient toucher. Parce qu'en fait, tu vois, il y avait des petits points de questionnement. C'est par exemple, comme tu fais une campagne, tu demandes 10 000 euros pour ton livre, pour financer ton livre. Sauf que peut-être qu'avec les goodies, tu vas toucher 5 000 euros de goodies. Or, les gens ne sont payés au pourcentage que sur tes livres, pas sur tes goodies. Tu vois ? Donc, du coup, je me disais, ouais, mais bon, même si j'atteins les 10 000 euros, peut-être que eux, en pourcentage, il leur restera peu de balles, en fait. Tu vois ? Parce que c'est un pourcentage sur les livres et pas sur le reste. Et là, Lisa me disait, mais non, il faut pas faire de pourcentage sur les goodies parce que ça fout tout en l'air et tout. Et donc, j'étais un peu perdue. Et en vérité, le truc qu'il y a, c'est que si au bout d'un an, tu établis combien tu veux payer à minima ton graphiste, si t'en as un, ton suivi éditorial si t'en as un, ton suivi de fab si t'en as un, etc. À minima, tu établis combien tu veux les payer, les rémunérer pour le travail qu'ils ont fait. Et si au bout d'un an, ils n'ont pas touché cette somme minimale, la structure exemplaire s'engage à les payer quand même, tu vois. Ils n'y arrivent pas, en fait, en vérité, parce qu'ils sont déjà dans les maisons d'édition classiques, ils sont pas très bien payés, donc en vérité, ça n'arrivera pas. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé, tu vois, qu'il y ait besoin de faire ces rallonges. Mais pour moi, ça a mis un moment avant ce que je viens de vous expliquer là, avant de le figurer bien, de me dire, bon, comment on va faire? Je veux pas. Les choses se sont clarifiées pour toi aujourd'hui. Ouais, les choses sont clarifiées pour moi, parce que quand on parlait entre auteurs, même ceux qui avaient déjà fait leur campagne, il y avait des trucs qu'ils savaient pas me répondre, tu vois, ils étaient dans flip. Oui, c'était dedans. C'est parce que c'est nouveau. En plus, c'est des copines qui ont fait le graphisme pour moi. Du coup, t'as culpabilisé les gens. Et en fait, c'était important aussi, tu vois, de comprendre les trucs, parce qu'on s'est parti, on a lancé le truc à la Lisa. Lisa, on lui a tous fait confiance de ouf, quoi. C'est-à-dire, allez, banco, on fait la campagne de financement, et puis on n'avait rien signé, même au moment où on a lancé la campagne, tu vois, c'était dans le truc. Et au fur et à mesure, plus ça va, plus moi je regrette, quoi, tu vois, d'avoir fait confiance complètement, parce que franchement, les relations sont horizontales, on peut discuter des trucs, on trouve des solutions, elle a vraiment à cœur qu'on puisse trouver des solutions à chaque fois. Et puis si tu veux filer 15% de tes droits à ton graphiste, t'as le droit, hein, mais bon. Oui, voilà, oui, c'est pas. Bien sûr. C'est toi qui décide. Puis j'imagine que le flou, c'est aussi, vous commencez quelque chose de nouveau. C'est du jamais vu, je veux dire, dans le milieu de l'édition, notamment en France. Donc, c'est normal qu'il y ait des zones de flou et c'est hyper. Hyper cool que vous ouvrez et que vous défrichez un nouveau chemin. Peut-être que d'ici quelques années, pour d'autres personnes qui passeront chez Exemplaire, ou si ça inspire notre structure, il y a des chances. Ce sera peut-être plus fluide et c'est grâce à vous. Et moi, je trouve que c'est hyper inspirant comme modèle économique
Bah tiens, si on parle sous, là je suis sur la page des financements. Alors sachez que à l'heure où on parle là, en ce moment, en fait vient de sortir le financement pour le prochain bouquin de Barbarian, Wawa. Ça vient de commencer. Là, pendant qu'on parlait, et ça s'est affiché. Donc il y a déjà 2% de l'objectif atteint. Et je voulais revenir aussi sur Caroline Nasica, qui est donc une des jeunes autrices, qui à la base elle n'est pas connue, voilà, et elle est déjà à 215% de l'objectif atteint, ce qui veut dire que en fait le système fonctionne puisque a priori elle a pas besoin de parrainage. Puisqu'en fait déjà le finalement Exemplaire a suffisamment de visibilité et puis sa communauté visiblement a bien aidé. Elle est déjà à 17 000 € sur les 8 000 de base nécessaires pour faire le elle est la cliente parfaite parce que elle a l'âge d'Instagram. Enfin, tu vois, exactement. La génération, tout son lectorat est sur Instagram parce qu'il y a des gens hyper forts en BD. Ils ont 3 abonnés, tu vois, donc c'est pour eux le modèle économique est moins. Mais c'est ce que me disait Lisa. Il faut que pour représenter quelqu'un ou éditer quelqu'un dans la structure, il faut quand même un minimum de followers. Parce que je sais plus si elle le dit dans le podcast ou en off, Lisa, mais elle me disait que 10 000. Ouais, Caroline, elle l'avait repéré déjà avant, mais qu'elle n'avait pas assez de followers. Donc on mais c'est ça. En fait, ce qu'on a fait là pour Caro, c'est tout le monde adorait chez Exemplaire les trucs qu'elle faisait, tu vois. Et donc, comme il y a des éditrices qui travaillent pour Exemplaire, il y en a une qui Marion Arminalian, je sais plus exactement prononcer son nom, mais qui a fait le coaching de Caro et les Zinzins. Pour l'aider à monter. Voilà, pour l'aider à augmenter son nombre d'abonnés. C'est incroyable, c'est génial. Enfin, c'est tellement intéressant comme écosystème. Ça m'intéresse. En fait, si tu veux, moi-même, je me suis dit, putain, moi aussi, je veux être coachée. je veux plus de followers. Tu vois, parce que c'est cool. Je sais pas exactement ce qu'elles ont fait, mais enfin, je sais par exemple, elle a suggéré des collaborations avec Livio. Vous voyez, comment il s'appelle, Livio. Je sais plus, bref, un Instagrammeur qui fait de la BD aussi qui est super et tout. D'accord. Voilà, ils ont fait des trucs, tu vois, puis elle fait de plus en plus de stories, enfin tout ça. Après, c'est du boulot, de faire augmenter ses abonnés, mais ça a super bien marché, et ce qu'elle fait, ça marche super bien, et franchement, moi, j'avais pas de doute du tout sur le fait qu'elle remplirait son objectif, quoi. Et pour parler chiffres et ramener encore un truc intéressant, il y a 539 contributeurs actuellement sur sa campagne elle pour Caro et les Zinzins. Ouais. Et en fait, à la base, Lisa expliquait qu'il fallait à peu près 700-800 personnes pour que ça soit vraiment nickel qui participent. Et là, en fait, ce qui prouve que les 500 contributeurs, mais ils mettent plus que prévu, en fait. Oui, en fait, parce que l'avantage d'une campagne de financement participatif, c'est une campagne de prévente, en fait. On dit maintenant, on fait plein de mots. Ça existait déjà dans les années 80, les préventes, mais bon. non, mais on est d'accord, c'est le principe l'avantage, c'est que tu proposes des choses que tu pourrais pas proposer à d'autres moments. Tu vois, dans le moment du lancement du livre, tu proposes des livres dédicacés, des goodies, des tote bags, etc. Tout le monde en fonction de ce qu'il a envie de faire, quoi. Et ça, les lecteurs, c'est cool pour eux, ceux qui aiment vraiment ton travail, qui te suivent de près, etc. Donc en fait, parfois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui me posait question sur la rémunération des graphistes et tout ça, c'est que parfois tu gagnes plus d'argent avec les à côté qu'avec la vente des livres en elle-même. Tu vois. Oui, c'est dingue. Donc voilà, ça te permet d'imprimer le livre qui en est en stock, et après le site de Exemplaire fait librairie en ligne où les libraires peuvent commander le livre facilement pour l'avoir. Tu vois, donc tu peux te procurer le livre même après la campagne. Mais l'avantage, c'est que dans une campagne, t'as pas forcément besoin de beaucoup de monde si c'est peu de gens, mais très engagés dans ton, tu vois. Ça s'appelle les true fans. C'est ça. Guillaume Long, très vite, il a atteint son objectif, mais il a vendu des aquarelles originales et tout ça. Tu vois, avec des packs assez chers. Voilà. Donc il a atteint son objectif très vite avec peu de livres vendus, en fait. Ouais, moralité, ça marche. Ouais, pour l'instant, ça marche bien. Ouais, voilà.
Non, c'est super parce qu'en fait, je pense que c'est un sujet qui intéresse vachement les membres du Patate Club parce que la créativité c'est bien, faire produire c'est super, mais c'est vrai après comment on en vit, comment ça devient un succès aussi, ça, c'est hyper important. Et je trouve que là de pouvoir sur un épisode comme ça de parler concrètement des vraies sommes, du vrai nombre de gens dont on a besoin pour que ça existe, puis surtout ce côté peer-to-peer entre l'auteur et son public. Là, je pense que cet épisode-là il apporte vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour ceux qui veulent se lancer dans des choses comme ça. En fait, ça montre aussi qu'il faut donner de sa personne, quoi. Parce que quand tu parles de vendre ou en contrepartie des aquarelles originales et des trucs, faut les faire. faut y aller. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon Kickstarter il y a quelques années, là en 2018. Les gens se souvenaient presque plus de la campagne de financement participatif, toute l'énergie que j'avais mis dedans, que le produit fini au final, où les gens étaient contents, mais ils avaient surtout été marqués par l'énergie que j'avais mis dans la promotion. Et bah après, les contreparties, les trucs à envoyer et tout, ça bouffe un temps. Ah non, mais c'est pour ça qu'il y a la campagne avec exemplaires, ça aide énormément que la sœur de Lisa, elle en parlait fasse la diffusion, se soit montée en tant que diffuseur. Enfin, tu vois, parce que moi je l'ai fait aussi, j'ai un Tipeee. Donc au début, Tipeee, je proposais des contreparties, tu vois, où il faut aller à la poste, imprimer des trucs et tout ça. Et là, tu fais tout toute seule. En fait, c'est un temps. Au début, tu proposes, en plus sur Tipeee, c'est vraiment censé être du mécénat. Tu vois, donc les gens, ils ont même pas. Ils sont là plus parce qu'ils aiment ton travail et que pour te soutenir, que tu fais gratuitement pour Internet, tu vois. Et du coup, ça devenait pas du tout rentable au bout d'un moment. Tu vois, bah oui. Tu dis, Jérémy, c'est hyper important. Parce que après, on peut tomber dans une surenchère de dons de soi là, qui. Ouais, bah j'en étais victime de ce truc. Il peut vraiment se cramer les ailes et la fatigue et la santé mentale en se disant mais je fais quand même ce qu'il faut, on m'a demandé et tout, et puis c'est des belles valeurs et puis c'est de l'horizontal et tout, mais à un moment donné, à force d'être dans le don de soi, tu finis par te saigner quoi. Et puis, ce qui prouve encore que le collectif en fait est toujours la bonne solution en fait, parce que évidemment on est toujours confronté quand on veut se lancer dans des challenges comme ça, on est confronté aux grosses machines qui elles forcément fonctionnent en équipe, de base c'est des entreprises, et si à côté de ça on n'est pas capable de se mettre en collectif pour aller justement plus loin, plus fort, et c'est ce que prouve le projet exemplaire, c'est compliqué tout seul, c'est vraiment compliqué, c'est des trucs à se tuer la santé, le burn-out, tu l'as quoi. Tu vois par exemple ce que Lisa a fait, c'est du collectif qui fait du collectif. Le Patate Club, c'est pareil, c'est du collectif qui fait du collectif. Quand on repense à ma campagne en 2018, c'était moi tout seul qui faisais du collectif. Enfin, tu vois, c'était genre là en fait chez Exemplaire ou dans le Patate Club, on est tous ensemble pour faire des choses ensemble. Et je pense que ça enlève un poids et ça encourage, ça stimule, ça encourage. C'est vraiment toute une autre énergie. Et je sais que non seulement une année exemplaire, le défi que Lisa s'était donné, ça m'avait déjà beaucoup inspiré. Puis après, le fait qu'elle bosse sur la santé mentale pour se rétablir, ça m'avait inspiré. Mais quand j'ai découvert des éditions exemplaires, que j'ai découvert quand vous avez lancé la campagne en janvier, là, moi, j'étais genre, je veux parler à cette femme parce que c'est vraiment une énergie qui je trouve c'est le turfu, quoi. Franchement, oui, moi, je trouve, je suis complètement en raccord avec ce que tu dis. Puis il y a ce truc vraiment de sortir des relations très, très hiérarchisées qui, pour moi, ont toujours posé problème. Exactement, ouais, pareil. Moi, j'ai un petit peu un problème de plus en plus, depuis que je suis devenue maman et que j'ai compris plein de choses sur le féminisme et tout, j'ai de plus en plus de mal avec le côté il faut demander l'autorisation à papa, tu vois. Ouais, non, ça rend fou, quoi. Je suis pas une femme, mais ça me rend fou, quoi. Donc, ce truc-là où tu demandes conseil aux autres plutôt que leur demander l'autorisation. À toi-même. Tu te nourris de leurs expériences et eux des tiennes. Ouais. Enfin, tu vois, c'est exactement ça, exemplaire. C'est s'inspirer au lieu de se demander l'autorisation, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment avancer ensemble et puis pas tirer profit les uns des autres. C'est parce qu'on est tous ensemble qu'on génère plus de confort économique, tu vois. En fait, j'ai pas l'impression de me faire exploiter par Lisa Mandel quand je fais partie de la campagne de lancement
Oui, non, c'est bien de le dire, ça. Ouais, Alors que parfois, avec les éditeurs, c'est un rapport qui est très complexe. Je le vois chez moi, mais chez des confrères et consoeurs, si tu veux. C'est-à-dire, il y en a, ils sont hyper... parfois, tu les rencontres hyper gauchos, tu sais, à casser du sucre sur les gros patrons et tout machin. Et quand ils se retrouvent face à un éditeur, ça devient des petits toutous hyper, tu vois, impressionnés. Non, mais il faut pas le froisser. Non, mais après, si je demande trop, tu vois, si je demande trop d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Il m'aimera plus. Enfin, tu vois, des trucs comme ça qui sont très compliqués, en fait. Parce que on a tous besoin de se sentir légitime et aimer l'enfant, tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est la base, hein, ouais. C'est une fonction physiologique de l'être humain. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Et que du coup, ça fait des relations très compliquées, je trouve, avec les éditeurs, parfois. Tu vois, il y a une espèce de crainte de l'éditeur, alors que au départ, c'est censé être quelqu'un qui collabore avec toi, pas quelqu'un qui, tu vois, qui est au-dessus de toi. Et ça... Dans le côté collectif, on retrouve ce truc de collaboration, voilà, qui est assez cool. Est-ce que, Lucille Laurent, il y a autre chose qui vous a sauté aux yeux dans l'épisode avec Lisa Mandel, quelque chose qui vous a interpellé, parlé, et que vous voulez à tout prix, qu'il faudrait qu'on en parle? Alors moi, oui. Lucille, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, je crois pas. Il faut pas me poser ce genre de questions. Je vais parler encore. On va faire un épisode en 2 parties. Du coup, je vais essayer d'être très synthétique, mais ça va l'être. Moi, il y a une chose que je retiens en fait de cette année exemplaire de Lisa Mandel. C'est alors en fait moi je l'ai découvert en fait quand elle a commencé le décompte, c'est-à-dire le compte à rebours. Évidemment, je suivais Lisa Mandel avant, mais j'ai accroché vraiment le wagon au tout début. Ça me faisait hyper marrer, évidemment, c'est sûr. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a commencé ce chemin-là. Et il lui est arrivé plein de choses pendant cette année exemplaire-là, puisqu'elle s'était lancée 15 milliards de défis, et évidemment, c'était pas évident à accomplir, puis il y a eu des embûches, et il y a eu des événements. Et au final, elle a retiré 2 choses de ce parcours-là, c'est qu'elle a su qu'elle voulait faire de l'auto-édition, c'était vraiment la première chose importante. Et la deuxième, c'est qu'elle était capable de faire un dessin, enfin, une planche de BD par jour, même pas un dessin, une planche de BD par jour. Ce qui est top, c'est que, encore une fois, on a la démonstration que quand on commence un voyage avec un objectif, en fait, l'objectif peut complètement changer. Et c'est le voyage qui transforme, et c'est le voyage qui amène à trouver en fait qui on est vraiment, et à déboucher sur quelque chose d'encore plus formidable que ce qu'on imaginait au début, même si on n'a pas atteint les objectifs de départ. Et ça, bravo Lisa, je trouve que elle a réussi complètement son voyage, et puis la preuve aujourd'hui avec Exemplaire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ouais. Non, mais c'est clair que Lisa, elle est hyper inspirante pour ça, parce que c'est l'idée est toujours suivie d'action, tu vois, parce que parfois on peut se perdre dans les doutes et les questionnements. Lisa, son idée est toujours suivie d'une action, et quand on avait pris le train ensemble, je me souviens, elle m'avait dit un truc. Elle m'avait dit, mais moi, je fais des BD comme j'ai envie de pisser, quoi. C'est-à-dire, j'ai une idée, il faut que je la fasse, quoi. Il faut que j'y aille tout de suite, quoi. Il faut que ce soit maintenant. Et ce truc d'être synchronisé entre les envies et l'exécution, de ce qu'on a de l'envie, pour moi, c'est très inspirant, parce que on est nombreux, tu vois. En fait, je pense que j'avais vu un sondage il y a pas longtemps, 80% des gens aimeraient sortir un livre un jour, aimeraient écrire un livre, en fait. La seule différence entre un artiste et toi, qui n'a pas encore écrit de livre, je dis toi, mais je parle de quelqu'un, n'importe qui, c'est qu'il y en a un qui le fait, quoi, tu vois. Et donc, il fait des merdes au début, il fait des trucs pas forcément géniaux tout de suite, etc. Mais il y a vraiment cette mise en action qui est hyper importante, et Lisa, elle a vraiment ça en elle, quoi. Ne pas avoir peur de faire de la merde. C'est quand même important. C'est un moteur énorme, quoi. Elle a une exigence quand même, et quand tu dis 1 page par jour, mais en plus elle en faisait plus, parce qu'elle n'avait pas que son un exemplaire sur le feu. Oui, t'as raison. Oui. C'est vraiment un truc de malade, tu vois. Après, ça c'est le truc quand on se remet tout seul, mais l'engagement vis-à-vis du public était celui-là. Ouais. Tout à fait, ouais, tout à fait. Il faut pas oublier ça tout ce que tu fais à côté. à être créative, à trouver des petits twists et des petits. T'as pas le choix là. Oui. Et puis, comme elle dit, elle se retournait pas, quoi. C'est-à-dire, elle fait un truc, c'est fait. Et puis, alors, ce qui était complètement dingue aussi, c'est qu'elle répondait.
elle répondait aux messages en fait. Donc il y avait évidemment 95% de super messages. Il y avait 5% de messages qui étaient hyper polémiques parce qu'elle abordait certains sujets et elle venait se justifier. Donc elle devait encore répondre à ces messages-là en plus. Donc le côté un peu boulimie du projet était hyper présent, quoi. C'est impressionnant l'énergie qu'elle a mis. Tu l'as lu toi, Laurent, son dernier exemplaire? Oui, bien sûr. En fait, je l'ai suivi sur Instagram, donc je lisais au jour le jour. J'ai pas le bouquin, donc il faut absolument que je le commande, mais voilà quoi. Ouais. Mais je l'ai pas lu en bouquin, je dois avouer. Tu l'as lu toi, Jérémy, en bouquin? L'année exemplaire? Ouais. Ouais, je l'ai lu, je l'ai chez moi. J'en ai profité quand je l'ai rencontré pour me le faire dédicacer, voilà. Parce que je sais pas, moi j'ai le livre aussi, mais je l'ai pas lu d'une traite et je sais pas comment ça fait du coup. C'est très agréable de retrouver sa copine tous les jours qui te raconte sa journée, tu vois. Il y a un côté super. J'ai vraiment eu l'impression de lire un mastodonte, quoi. C'est-à-dire, on devient vachement proche avec Lisa parce qu'on suit vraiment toute l'évolution de son projet et on rigole avec elle, on souffre avec elle, on est touché avec elle et puis mais quand tu l'as fini, tu te dis ok, waouh. Et en fait, je l'ai lu, tu vois, début d'année. Je sais plus, ça devait être au mois de mars, un truc comme ça. Et je l'ai pas relu parce qu'habituellement, quand j'interviewe quelqu'un, j'aime bien me remettre un peu dans le bain, vraiment d'aller. Je me suis pas rebouffé le bouquin parce que c'est quand même un gros pavé. Et j'ai plus été explorer tout le reste de son univers et je suis resté avec les impressions générales que j'avais de sa BD. Mais ça se lit vraiment bien en BD, quoi. Mais bon, tu te le farcis pas en 2 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vachement dense. Après, tu pourrais presque passer à un nouveau défi, c'est-à-dire que tu lis une fois par jour, tu lis une planche de tu fais un compte Instagram sur le fait de lire. T'es en train de lire et tu commentes, voilà. De la mise en abîme, ouais, c'est ça, ouais. C'est de la méta-lecture. Voilà. Ouais, ça fait le mise en abîme infini. Après, on peut imaginer la farandole. Anecdote de taré. Il y a un gars qui fait un record du monde actuellement. Il va voir le premier épisode de Kaamelott au cinéma. Il regarde le maximum de séances. Et je crois qu'il doit dépasser 201 séances pour battre le record du monde. Un truc de dingue, quoi. Alors, il va voir 200 fois le film. 201 fois, il doit aller le voir. Donc en fait, du coup, comme il connaît le film par cœur, il sert en fait de comment je pourrais dire, d'analyste pour les fans. Les fans lui posent des questions, ils disent tiens, combien de fois par exemple le roi Arthur il dit tel truc dans le film, et lui en fait il passe sa séance à noter combien de fois il dit, puis il donne les rapports à la fin. Donc oui, des challenges débiles, il y en a plein. Tu m'étonnes que c'est un succès au cinéma, si. C'est à cause de lui. J'ai plus son nom, mais voilà, vous trouverez. L'anecdote est connue. Cool. Bon, et puis en effet, on peut parler de la santé mentale au bout d'un moment. C'est clair. Voilà. Et hop, boucle. C'est du sport. Non, mais c'est un athlète, le gars, quoi. C'est ouf. Incroyable. Grave. Bon, merci Laurent pour cette anecdote. Est-ce que ce serait le moment de passer à la petite purée du Discord? Qu'est-ce qui s'y passe par là aujourd'hui? Alors déjà, c'est complètement dingue parce que à la suite du pique-nique, forcément, du coup, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejointes sur le Discord. On est actuellement à 160 patates à l'intérieur du Patate Club. Donc et sur le Discord, on est 500, un truc comme ça, je crois. Ouais, je pense qu'on avait passé les 500. La dernière fois, j'avais regardé, c'était 510, donc on doit être à 525, peut-être un truc un peu comme ça. Donc voilà, ouais, la communauté elle commence à être extrêmement active. Moi personnellement, je n'ai absolument plus la capacité mentale de lire tout. Ça y est, même moi je suis dépassé. Donc là on a atteint un niveau de dingue. Mais par contre, ce qui est chouette avec le Patate Club, c'est que le 160, ça reste une jolie enfin je veux dire, on se connaît bien, etc. Ouais, c'est vrai, en plus oui, ça permet, et puis on rencontre toujours des nouvelles personnes, hein. On a vu au live, il y avait plein de nouvelles patates qui étaient venues, et ce que je dois dire, c'est que là actuellement ça tourne tellement bien que tout le monde trouve un petit peu son rythme et son environnement préféré à l'intérieur du serveur, et les discussions sont vraiment très poussées, c'est hyper intéressant. Je pense pas que les gens viennent perdre leur temps ou procrastiner dessus, parce qu'il y a vraiment des sujets où ça débat de problématiques urgentes. Il y a eu des calls impromptus pour des personnes qui avaient besoin de réponses rapides, et les calls se sont faits dans la journée. Donc ça, c'est une espèce de coworking aussi en visio qui marche très bien. On a aussi augmenté la capacité administrative
du site, puisqu'on a recruté de nouveaux administrateurs, administratrices. Donc je salue List, Lutte Ostinato, Marine et Clémence de Besson qui nous ont rejoint dans l'aventure avec Camille Eplin et Lucille Faroni. Et donc voilà, donc c'est top. N'hésitez pas à les solliciter, ils peuvent aussi vous répondre aussi bien que moi. Donc quels sont les sujets qui font le buzz un petit peu en ce moment sur le... Parce que comme Laurent, moi je suis 10... Enfin non, Laurent il suit beaucoup plus que moi, pardon, mais moi je suis 10 à 15% de ce qui s'y passe. Donc moi je prends les nouvelles en fait quand je fais le podcast avec Laurent, Lucie. Oui, c'est vrai que je suis 90% de ce qui se passe, je pense que je loupe 10% quand même. Mais là, il y a eu un sujet sur le démarchage qui était vraiment très bien, qui justement a permis de lancer un call. Je crois que c'est Tiffen qui a fait tout un résumé, un compte rendu de toutes les idées de tout le monde sur des tas de tips pour démarcher et des choses à pas faire aussi. Donc allez voir dans la section démarchage. Voilà, ça c'était vraiment le sujet brûlant de ces jours-ci, quoi. Voilà. D'accord. Alors, j'ai cru voir aussi que le projet de fanzine a repris du service. Oui, voilà. On peut pas dire grand chose pour le moment, mais en fait, Florie et Charlotte sont à nouveau sur le coup, donc on va certainement faire un petit call prochainement pour remettre les choses en place. Puis évidemment, je pense qu'il y aura un appel à volontariat pour ceux qui ont envie de. Il y a un topic qui est ouvert à tous sur le fanzine ou c'est non, pour le fanzine, non, pour le moment non, parce que c'est encore c'est encore en backstage, mais ça viendra vite. Si vous écoutez cet épisode et que vous avez loupé un peu ce sujet, vous pouvez aller écouter l'épisode du Patate Club podcast avec Charlotte Molla. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer un objet, un fanzine collectif justement qui sortirait en 2022. On a envie de faire une belle chose, donc si vous avez envie de reconnecter les wagons, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a encore une info importante. Le projet Grand Paris, donc l'appel à candidature pour participer à ce projet de dingue a été repoussé de 9 jours. Donc ça sera le 24 septembre. Voilà. Ok, bon, ça va. Okay. Donc je sais pas quand tu sors l'épisode lundi. Lundi, on sera le 21. Donc du coup, il vous restera 3 jours. Voilà. Donc donc ça repousse au 24 septembre. Je pense qu'il y a beaucoup de membres qui ont participé. N'hésitez pas, en fait, il y a rien à perdre, en gros, à faire un dossier. De quoi? Est-ce qu'il y a encore des nouveaux workshops qui sont en train de s'organiser? Oui, mais pour le moment, c'est encore un petit peu en balbutiement. Il n'y a pas encore de date particulièrement prévue. Il y a Marion qui a lancé son workshop Cadavre Exquis qu'elle organise tous les mois. Donc demandez si vous voulez faire partie du workshop. En gros, c'est un workshop où on s'amuse sur une thématique et c'est un cadavre exquis, donc on se refile les dessins. Il n'y en a pas un nouveau sur Procreate? C'était pas prévu? Si, mais c'est pas encore en place. Voilà. Okay. Pour le moment, on peut pas dire. Et les nouveaux avec Geoffrey sur l'administration? Je balance, ouais, tu balances, mais alors, non, vraiment pour le moment, c'est la reprise. Pour le coup, pour les patateliers, elle est un peu plus douce, on va dire. Mais voilà, mais ça, c'est parce que tout le monde est très actif en ce mois de septembre et c'est pas, je pense pas évident. Donc les ateliers vont certainement revenir plutôt vers octobre. Okay. Et comme on sait maintenant que vous nous écoutez un peu partout en France et même en Belgique et dans d'autres pays, les membres du Patate Club, les rencontres mensuelles peuvent reprendre. Donc pendant les beaux jours, on a fait des pique-niques, mais on peut se revoir une fois par mois ou plus pour ceux qui veulent, mais dans des bars et des restos. Mais donc il faut qu'on se réorganise sur le Discord. Il y a toutes les régions. Et donc, sur Paname, on est quand même pas mal actifs, mais sentez-vous libre si vous êtes ailleurs, en Alsace, dans le Nord, vers Lyon et ailleurs. Si vous avez envie de vous chauffer pour vous voir, c'est l'occasion. Autre chose, Laurent? Non, peut-être que tu voulais parler du PPF ou pas? Bientôt. Très bien. Bientôt. Genre, c'est pas encore officiel, mais dans 2 semaines, on pourra sûrement vous en parler. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le PPF, mais vous saurez bientôt. Vous serez tous invités, ça va être bien cool. Par contre, j'ai une autre news dont j'ai déjà parlé dans le précédent épisode. Donc, c'est une bonne nouvelle et j'ai un petit peu plus d'infos. C'est notez la date du 8 décembre. Le 8 décembre, on va organiser un
un épisode de clôture de la saison 3 de Sens Créatif au Social Bar à Paris. On va organiser de nouveau un épisode live et en public. C'est l'occasion de tous se retrouver. Donc, je ne connais pas encore la thématique, mais voilà, il y aura aussi un petit concert après, normalement. Il y a notre amie Mathilde Guégan-Loun avec un petit feat de Laurent qui participera. Normalement, il y aura Adrien Guy, dont vous avez déjà... c'est lui qui fait la musique du podcast, le générique du Patate Club, le générique du podcast, les habillages sonores, les remises de la Brabançonne et tout le tintouin. Normalement, il viendra faire un petit set. Comme ça, vous aurez l'occasion de rencontrer l'homme derrière la musique du podcast. Ça va être super. C'est un bidouilleur, il fait vraiment des choses super rigolotes. Ouais. Et je suis en discussion avec une troisième personne, je vous en dirai plus. Mais surtout, ce qui vous concerne, c'est que hormis le fait de tous se retrouver pour ça à Paris, c'est que le collectif Patate aura l'occasion également de s'exposer. Et c'est Mathilde Guégan, de nouveau Mathilde, qui s'en occupe. Et donc, je vous encourage tous à aller sur le topic du collectif Patate sur le Discord pour en savoir plus. C'est une exposition qui est réservée aux membres du collectif Patate. Donc, si ce n'est pas encore fait, on vous encourage à vous inscrire. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, écoutez le précédent épisode du Patate Club Podcast qui est sorti la semaine dernière. Il y aura une dizaine de places pour participer. Ce sera aussi fait conjointement avec le projet de mur de street art à Paris, qui est aussi piloté par Mathilde. Donc, si vous avez toujours voulu peindre, faire de la fresque dans le centre de Paris, c'est l'occasion. Mathilde vous donnera toutes les infos sur le Discord. Elle m'a donné un super document avec plein de détails, mais vu qu'il y en a plein, je vais pas toutes vous les lire là, mais le mur, ce serait en mi-décembre 2021 aussi, et peut-être que vous pouvez préparer un visuel et pour l'expo, qui ce serait le même, avec les mêmes couleurs pour le mur. Voilà, donc ça c'est plutôt des infos cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Installation de l'exposition le 15 novembre, le 8 décembre le live de Sens Créatif, et ça irait du 15 novembre au 20 décembre a priori, si je dis pas de bêtises. Je termine en disant pour participer, ceux qui sont hyper motivés peuvent s'inscrire par mail, écrire à Mathilde guégan@amsn.com ou sur Discord. Je vous mettrai aussi les infos dans les notes de cet épisode. Mathilde transférera au Social Bar les infos et on fera un petit vernissage de Noël. Et voilà, plus d'infos. Je vous invite à aller voir par vous-même. Donc, je trouve ça c'est hyper chouette qu'il y ait une première exposition collective. Ah oui, ça va finir l'année en beauté. Hein. C'est top. Voilà, exactement. Voilà. Et un gros merci, un gros bisou à Mathilde qui s'occupe de tout ça. Ça rend les choses encore plus concrètes, justement, aussi pour le collectif, pour le Patate Club. Donner des opportunités à chacun de s'investir, de montrer son boulot, d'être vu, etc. Ouais, big up Mathilde, cool meuf. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de cet échange. Oui, voilà, c'est fait. Mais on a bien papoté, hein. On a fait plus d'1 heure et demie, et vraiment un grand merci Lucille, voilà pour toutes les informations que t'as apportées, et puis voilà, c'était vraiment trop cool. J'ai l'impression d'avoir fait un épisode bis du live. Tu sais, t'as pas pu être là, Lucille, mais au final, on a abordé plein de sujets que t'aurais pu aborder en public le jour J, donc c'est hyper chouette pour les j'ai hâte de l'écouter, ce live. Ouais, dans 2 semaines, il sort. Un petit teasing, Laurent. Qu'est-ce que tu peux dire sur cet épisode-là? Qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça Sur le live? Ouais. Bah déjà, je pense que le lieu était, pour moi le lieu était assez mythique parce que alors je fréquentais pas ce lieu-là parce que je fréquentais Ars Factory quand il était dans le 18e, mais ça m'a rappelé, mes débuts quand j'étais fraîchement diplômé et avoir cette envie de travailler avec des gens à Paris, tu vois, ça m'a refait une espèce de Madeleine de Proust comme ça. Mais déjà d'une part le lieu est magique. Un grand merci à Laurent Zorzin d'ailleurs d'avoir permis d'organiser ce live dans sa galerie. Je pense qu'on a eu en fait un excellent échange entre 3 personnes qui ont vraiment de belles valeurs. Chacune dans leur domaine d'expression différent, et en fait ce qui est vraiment superbe, c'est que on a vraiment commencé par quelque chose d'assez un angle assez professionnel, et à la mi-parcours c'est parti sur du domestique, et je pense que les hommes dans le public ont eu les méninges quand ils tournaient à 100 à l'heure, parce que c'était beaucoup d'informations très intéressantes, vraiment des paroles de femmes, et je pense que le live va être très fort et va vraiment vous marquer. Enfin, on espère que vous allez beaucoup réagir sur cet épisode-là sur le Discord. Ça serait vraiment super que ça entraîne de beaux débats, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui ont des choses à dire aussi. Cool, top. Eh ben, merci. Alors, encore un grand merci, Lucille, pour ton temps. Je suis hyper content qu'on a pu échanger aujourd'hui avec toi. Merci à toi. Désolé d'avoir faux et faux bon la dernière fois. Ça valait le coup. Ah ben, c'est famille, c'est la vie en fait, la vie avec un grand V. Hein. Là où la vie est du bordel, c'est tout. Hein. On trouve toujours une solution. C'est ça. Cool. Eh ben, merci Lucille, merci Laurent. Grand merci Lucille. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye. Bisous, ciao. Patate.